Eh bien, bonsoir à tous et merci d'avoir répondu à l'invitation de l'Espace ADA. Vous l'avez sans doute remarqué, ces derniers jours, l'euthanasie est revenue dans l'actualité, elle est présente en tout cas. On a soumis les 12 candidats à l'élection présidentielle à la question. On leur a demandé êtes-vous prêts à légaliser l'euthanasie durant votre quinquennat? À cette question, d'emblée, 6 candidats répondent oui. Oui, nous légaliserons l'euthanasie. 2 autres proposent plutôt un grand débat national pour réfléchir autour de la question. 2 demandent déjà à ce que les lois existantes soient appliquées. Et enfin, les 2 derniers répondent non, nous ne légaliserons pas l'euthanasie. Alors aujourd'hui, on peut se poser la question, est-ce qu'on nous prive d'une liberté en refusant l'euthanasie? Est-ce qu'on nous prive de notre liberté? C'est peut-être une question que vous vous posez, c'est une question que chacun a le droit de se poser. Erwan Le Moredec, donc invité de l'Espace ADA ce soir, pense lui que l'euthanasie n'est pas une liberté, que c'est une fausse liberté et surtout que c'est une véritable violence. C'est une conviction qu'il développe dans Fin de vie en République, avant d'éteindre la lumière, paru en début d'année aux éditions du CERF. Donc c'est un essai argumenté et documenté qui est une plaidoirie contre l'euthanasie, mais qui est aussi une lettre d'amour aux équipes de soins palliatifs, équipe qui l'a suivi et qui l'a écouté. Et ce soir, Erwan Le Moredec partage avec nous ses convictions. Il est certain que ça va nous aider à alimenter, à enrichir notre propre réflexion. Et parce que la fin de vie, c'est encore la vie, on a aussi demandé ce soir, et on change un peu de formule exceptionnellement, dans la deuxième partie de la rencontre, ce sont des médecins qui travaillent en soins palliatifs qui vont venir et qui vont témoigner de ce qu'ils vivent au quotidien avec les patients et avec leurs familles. Les soins palliatifs, ça me renvoie tout de suite, ça me fait penser, Erwan Le Moredec, à une phrase de votre ouvrage que je trouve très belle. Ajouter de la vie au jour quand on ne peut plus ajouter de jour à la vie. Bonsoir Erwan Le Moredec. Bonsoir. Donc dans un premier temps, c'est vous qu'on va écouter. Vous êtes avocat, blogueur, chroniqueur à la vie et essayiste. Le titre de votre dernier ouvrage, je le redonne, c'est Fin de vie en République, avant d'éteindre la lumière. D'ailleurs, il est en vente à l'issue de cette soirée. Vous pouvez vous le faire dédicacer à la sortie. Erwan Le Moredec sera disponible. Et la fin de vie, c'est un sujet qui vous tient à cœur depuis très longtemps. J'ai noté depuis plus de 25 ans. Oui, c'est un sujet qu'effectivement j'ai été amené à aborder, et les soins palliatifs en particulier, de façon presque précoce, je dirais, pour mon âge, puisqu'il y a 25 ans, et voilà, il y a 25 ans, j'étais pas très très vieux, mais il se trouve que j'avais une amie qui était infirmière en soins palliatifs, et donc c'était en 96-97, et il se trouve aussi qu'elle ne pouvait plus tellement raconter ce qu'elle vivait à ses parents, parce que tous les soirs à table, leur parler de la situation de fin de vie des gens qu'elle rencontrait devenait compliqué. Et donc, en fait, plusieurs mois d'affilée, on faisait pratiquement un débrief de sa semaine au téléphone. Et donc, effectivement, à cet âge-là, ce qui n'était pas forcément ni évident pour elle, ni évident pour moi, j'ai fait connaissance avec ce sujet-là. Et vous êtes très impliqué sur la question. Vous êtes membre du comité scientifique du collectif Plus digne la vie depuis 2008 et vous accompagnez toujours, je crois, plusieurs associations de soins palliatifs. Donc je l'ai dit, vous avez une position claire et ferme sur le sujet. Pour vous, si l'euthanasie et le suicide assisté sont légalisés, les valeurs fondamentales de notre société, la liberté, l'égalité et la fraternité seront corrompu. Donc vous allez pouvoir à présent développer ce propos. Vous avez 1 heure à peu près, 60 minutes. Ensuite, comme je le disais, 3 professionnels de santé, 3 médecins vont nous rejoindre sur scène pour apporter leur témoignage. Donc à vous la parole. Merci. Oui, c'est un sujet effectivement qui nous prend tous aux tripes, qui nous tient à cœur. J'aurais voulu tout vous dire ce soir. J'ai essayé de sélectionner ce qui me semblait essentiel, avec toujours l'inquiétude de passer à côté d'un point fondamental, parce que la fin de vie, de fait, ça nous met aux prises avec notre histoire, avec nos angoisses. La fin de vie, elle évoque évidemment la mort, la souffrance, elle évoque des cris, des odeurs, elle évoque la dépendance, la dégénérescence, la déformation des corps. Elle convoque la mort des proches, elle convoque nos deuils.
chacun d'entre nous s'exprime, réfléchit, se positionne avec ce qu'il a vécu, souvent avec la mort de ses propres parents, souvent aussi sans soins palliatifs, puisque c'était souvent à une époque où ça n'existait pas véritablement. La fin de vie, elle nous saisit à l'improviste et elle nous prend dans notre vie quotidienne. Elle nous saisit par la mort d'un proche ou lorsque la maladie nous prend. Elle nous met à part de la société. Elle nous met dans cette position où l'on est soudain pris aux tripes, soudain isolé dans cette société qui continue à vivre ce qu'elle a à vivre alors que vous-même, vous êtes dans l'abattement le plus total. Alors, c'est vrai que cette fin de vie, c'est quelque chose que nous ne voulons pas voir, que nous ne voulons plus vivre, que nous ne voulons pas que nos proches vivent. Nous voudrions que ce soit rapide, court, immédiat et voire même inattendu. Nous ne voulons même pas ouvrir en réalité la pièce reculée de notre esprit où on a rangé les monstres de l'angoisse et de la mort et de la douleur. Et insensiblement, effectivement, l'euthanasie s'impose comme une solution. Alors comme une solution physique, parfois, pour les personnes qui sont concernées, comme une solution psychique ou intellectuelle, je dirais aussi, parce que de même qu'un malade pourra souhaiter bénéficier ou savoir que l'euthanasie ou le suicide assisté est possible simplement comme un soulagement, comme une façon de se dire que le jour où ce sera insupportable, alors il pourra y avoir recours sans qu'il ait nécessairement envie d'y avoir recours. Ben nous, dans notre positionnement, il y a parfois un peu de cela. C'est-à-dire que lorsque l'on nous sonde, lorsque l'on doit réfléchir à la mort, réfléchir à la fin de vie, assez vite, on referme cette porte secrète de notre esprit, cette porte inconfortable, en se disant, la fin de vie, l'euthanasie, on a trouvé notre solution et j'ai réglé le problème, affaire terminée, j'ai ma solution à cette angoisse existentielle et à cette terreur que l'on partage tous de la mort, de la souffrance. Un peu comme si on avait trouvé finalement une solution au tragique de notre existence, comme si les choses étaient si simples et pouvaient se régler avec une seule décision, une seule pratique. Alors au sein de la société, je ne crois pas, je ne pense pas que la demande d'euthanasie soit guidée par des intentions coupables. Je la comprends, cette demande d'euthanasie. Je débattais il n'y a pas si longtemps en présence d'un médecin en soins palliatifs qui disait, j'étais d'accord avec elle, finalement la demande d'euthanasie, c'est normal, c'est humain, c'est parfois légitime. La seule question, c'est est-ce que l'on satisfait cette demande, quelle que soit l'appréciation que l'on en a. On peut la trouver humaine et compréhensible, on peut considérer qu'on ne peut pas y faire droit. Alors comme partout, il y a des radicaux, il y a des jusqu'au-boutistes, il y a des lobbies, il y a aussi surtout des personnes de bonne volonté qui sont animées par la compassion. Mais quelle compassion? Parce que la compassion, elle peut être très variable. La compassion, moi je l'ai rencontrée quand je suis allé notamment à Gardanne, dans l'unité de soins palliatifs, ou l'établissement de soins palliatifs, je ne sais plus si on appelle ça une unité, la Maison, un établissement absolument emblématique pour les soins palliatifs en France, un établissement qui a été créé au début dans les années SIDA. Et je me suis retrouvé à un moment donné dans une réunion de transmission. Il y avait donc spécialement... je n'ai pas fait beaucoup de réunions de transmission ailleurs à l'hôpital, mais dans les soins palliatifs, vous aurez toutes les personnes, tous les acteurs du service, de l'aide-soignant, l'infirmière, le psychologue, le médecin. Tout le monde est là, tout le monde échange autour des personnes qui leur sont confiées. Et ce jour-là, il y avait eu un événement un peu troublant parce qu'il y avait une jeune femme qui était accueillie dans le service, qui visiblement avait un syndrome. Alors je vous le répète, je vous répète le nom du syndrome. Je ne suis pas médecin, je ne le connais pas, mais j'avais retenu parce que le nom est particulier, syndrome de la queue de cheval. Et il se trouve que, de ce que j'ai compris, elle ne pourrait plus remarcher. Et son père, visiblement, avait commis la maladresse de le lui rappeler, alors que comme elle avait aussi des troubles psychologiques, elle l'oubliait régulièrement, et elle l'avait giflé. Et elle l'avait giflé devant les infirmières, et elles étaient extrêmement troublées par cette situation, par la façon dont elle pouvait gérer
gérer le problème. Et puis l'infirmière qui était à côté de moi, elle a commencé à expliquer que ce monsieur était triste. Alors moi, ça me fait toujours un drôle d'effet quand on est en soins palliatifs et qu'on parle de la tristesse. Ah, les gens qui sont là vont mourir, sinon ce sont leurs proches. Pour moi, la tristesse, c'est censé être l'état à peu près naturel que l'on va avoir dans un service de soins palliatifs. Mais d'une part, ça n'est pas nécessairement le cas. Et d'autre part, les soignants s'en préoccupent quand même. Et donc là, cette infirmière disait, mais ce monsieur, quand il arrive le matin, on voit qu'il est rouge, on voit qu'il a beaucoup pleuré, on voit qu'il est très triste. Et donc tout le monde discutait autour de cela. Et à un moment donné, pour les provoquer un petit peu, je leur ai dit, mais pourquoi vous passez autant de temps à vous préoccuper du père? Alors j'ai fait exprès, j'ai dit, votre cliente, c'est pas le père, c'est la patiente. Et l'infirmier qui était en face de moi s'est dressé, il m'a dit, mais parce qu'on est humain. Ça, c'est une forme de compassion. Une autre forme de compassion, c'est celle qu'a eu un fils pour son père. C'est un échange que ce jeune homme, je vais dire qu'il doit avoir mon âge, ça veut dire que je me considère encore comme un jeune homme, mais un homme d'une quarantaine d'années, avait un père qui avait un cancer du pancréas. Et quand les débats l'an dernier se sont un peu enflammés, il a appelé la présidente de l'ASFAP, qui m'a raconté tout cela, pour lui dire qu'il souhaitait faire un documentaire sur la mort de son père parce qu'ils avaient, à son avis, apporté à son père la meilleure mort possible. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, la famille et le médecin se sont réunis et ils ont considéré qu'il fallait mieux que le père meure avant que ses souffrances soient insupportables. Alors ce qu'ils ont fait, c'est que le médecin a préparé une perfusion, une transfusion d'un produit euthanasiant. Ils sont allés voir le père, ils lui ont présenté ça comme une nouvelle chimiothérapie. Le père a dit « Ah, formidable », ils lui ont posé et il est mort. Le fils n'a pas fait ça par malveillance, il n'a pas fait ça en haine de son père. Il a fait ça parce qu'il estimait rendre le meilleur service possible à son père, parce que c'était une mort qu'on ne voit pas venir. Et donc c'était de ça qu'il voulait témoigner. C'est une autre forme de compassion. J'ai aussi eu l'occasion d'avoir un témoignage de cette autre forme, d'une autre forme de compassion. Quand j'ai eu un débat au début de cette année, c'était sur RCF d'ailleurs, et débattait avec moi une médecin belge, Corinne Von Ost, qui s'est fait connaître en écrivant « Moi, médecin catholique, je pratique des euthanasies ». Et à un moment donné, comme je trouvais que ce qu'elle décrivait de la Belgique était un petit peu édulcoré, un petit peu irénique, je lui ai dit voilà, j'entends ce que vous dites, mais je ne suis pas non plus ignorant de ce qui se passe en Belgique. Je n'ignore pas que l'on y pratique aussi des euthanasies pour des MLA. Des MLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Donc une situation dans laquelle le pronostic vital n'est pas engagé. Je le disais comme ça un peu pour voir comment elle allait réagir. Je m'attendais à ce qu'elle nie, alors que je sais par d'autres voies qu'elle la pratique. Et alors d'habitude, j'ose pas le faire. J'espère que vous allez bien entendre. Je voudrais vous passer simplement sa réponse. Seule solution pour elle, moi j'en ai... Attendez, je recommence. La seule solution... Hop, bouge pas toi. On recommence. Solution, c'est d'aller en maison de repos. Et elle me dit, mais je vais aller en maison de repos, mais je ne vois plus rien, donc comment est-ce que je vais vivre? Je ne vais plus savoir rien faire. Donc voilà, j'ai chuté 3-4 fois. À chaque fois, j'ai échappé à la fracture. La dernière fois, j'ai eu une fracture. Donc maintenant, ça suffit. Je ne peux plus continuer comme ça. J'ai plus de 90 ans. Oui, effectivement, je ne vois plus rien. Donc c'est un ensemble de pathologies. Et c'est une souffrance surtout qui fait ça. Donc ce qu'on a comme proposition, c'est quoi? C'est de les mettre en maison de repos, alors que quand elles ne voient plus rien. Vous voyez un peu la situation dans laquelle elles vont se trouver. Donc voilà, c'est effectivement, qu'est-ce qu'on a comme proposition pour une dame qui ne voit plus rien et qui ne veut pas aller en maison de repos? Non, pas la maison de repos, l'euthanasie. Et cette dame de 90 ans a été euthanasiée.
Alors évidemment, elle nous dit c'est un ensemble de pathologies. Enfin, on aura bien compris qu'au-delà de sa DMLA, elle n'avait pas un cancer du pancréas, sinon elle nous l'aurait dit. Donc c'est un ensemble de pathologies et c'est une situation dans laquelle on pratique l'euthanasie pour une affection qui ne me semble pas nécessairement devoir y ouvrir droit et qui, en tout état de cause, n'est pas une affection qui met en jeu le pronostic vital. Alors voilà, on voit bien que la compassion, c'est nécessaire, mais ce n'est pas une condition suffisante. Il faut lui adjoindre de la vérité, de la prudence et de la connaissance pour aborder ce sujet avec la délicatesse nécessaire et pas avec les bottes du militant. Alors pour commencer, je voudrais que l'on aborde une question centrale, effectivement celle de la liberté, puisque c'est au final l'argument qui est désormais utilisé pour légitimer l'euthanasie. Et puis je voudrais ensuite prendre le temps de témoigner de mon côté, effectivement, avec mon regard de personne extérieure, de témoigner de ce que j'ai vu et appris en accompagnant des associations de soins palliatifs, en interrogeant des soignants et puis en visitant ces établissements. Car il y a une constante malheureuse dans le débat français, c'est que lorsque l'on dit que l'on va débattre de la fin de vie, en réalité, on ne débat que de l'euthanasie. Vous faites un débat fin de vie, vous aurez les pour, les contre l'euthanasie, mais finalement, on ne parle ni des soins palliatifs, on ne parle pas de la période, de ce que l'on peut faire avant d'arriver à cette situation de fin de vie. On ne parle pas de tout ce que l'on est capable de mettre en place et on ne parle pas même je n'aime pas ce terme, mais je vais l'employer faute d'en utiliser un autre, mais on ne parle pas du mourir en lui-même. Alors, la liberté, est-ce que l'euthanasie est une question de liberté et de liberté personnelle ? J'avais été interpellé par une forme d'injonction que Bertrand Delanoë avait eue dans un débat, dans une interview avec Léa Salamé l'an dernier sur France Inter. Et il disait « Il faut que nous ayons une fin de vie libre et choisie ». J'étais, bon, soit, moi je préfère une fin de vie libre et choisie qu'une fin de vie contrainte, mais cette injonction en soi était déjà un peu surprenante. Et d'autant plus surprenante que la fin de vie n'est fondamentalement pas un choix, ni une liberté, c'est une fatalité. La réalité aussi, c'est que quand on se place à hauteur de malade, lorsque l'on quitte les débats philosophiques, la fin de vie, ce n'est pas une liberté. La liberté, ce n'est pas ce qui caractérise la fin de vie, ce n'est pas le maître mot de cette période-là. Le maître mot, malheureusement, c'est bien la vulnérabilité. Et c'est le rôle du législateur que de nous protéger de notre vulnérabilité. Certains, en audition, recevant notamment l'ancienne présidente de l'ASFAP, certains parlementaires se sont élevés contre le fait qu'elle puisse dire que les patients étaient vulnérables. Ils sont élevés contre ça comme si elle se plaçait en situation de surplomb par rapport à eux. C'est pourtant eux qui refusent de se mettre à hauteur du lit du patient. Et pourtant, ces parlementaires, ils savent très bien qu'il y a plein de situations dans notre droit dans lesquelles on protège la personne contre sa vulnérabilité. La situation de faiblesse pour la femme enceinte, pour la personne âgée, elle est reconnue en droit de la consommation. Le salarié, on le protège de sa liberté. Il n'est pas libre d'accepter de travailler la nuit. Les enfants ne sont pas libres d'accepter de travailler. On n'est pas libre d'accepter de faire 70 heures de travail. On a 35 heures de travail. Donc, à d'autres moments, on comprend bien qu'on n'est pas une personne absolument libre, qu'on a des contraintes et qu'on a affaire aussi à des pressions extérieures. Comment est-ce que l'on peut nier quand on reconnaît que le consommateur ou que le salarié sont soumis à des influences et à des pressions? Comment peut-on nier que la personne en fin de vie qui est dans une situation d'extrême vulnérabilité est elle-même soumise à des influences? Alors ces influences, elles sont d'ordre multiple. La personne en fin de vie, elle vit déjà sous l'influence ou la pression de la culture dans laquelle on est. Je ne vous ferai pas découvrir le fait que notre société est une société qui vit dans une culture de l'efficacité, de la maîtrise, de l'activité, de la performance, de la jeunesse, de l'autonomie. Malade et en fin de vie, la personne va vite se sentir de trop, se sentir un poids pour la société, un poids pour ses proches et pour ses enfants. J'avais entendu le témoignage d'une jeune femme québécoise qui témoignait de l'euthanasie qu'avait reçue ou subie sa grand-mère. Et il y avait dans sa maison de repos
une amie qui avait, plusieurs personnes avaient écrit une petite carte pour la famille, et cette amie avait écrit à propos de sa grand-mère, ça lui ressemble tellement, elle ne voulait jamais déranger personne. Et la petite fille disait, mais mamie, tu ne m'aurais pas dérangé. Et cette grand-mère, d'elle-même, elle a voulu préserver la vie, ce qu'elle estimait être la qualité de vie de ses enfants. Et quand j'en ai parlé à des soignants pour essayer de voir si ce qui me semblait être vrai était corroboré dans leur pratique, je leur ai dit, mais ces mots comme je ne veux pas être un poids pour les enfants, c'est aux parents de s'occuper des enfants, pas aux enfants de s'occuper des parents, vous l'entendez ? Et la médecin à qui j'en parlais, elle m'a regardé avec des yeux ronds, elle m'a dit, c'est pas que je l'entends, c'est tout le temps, c'est une préoccupation constante. Donc c'est déjà aussi une influence ou une pression que l'on peut subir. On subit aussi l'influence ou la pression des médecins, pour le meilleur et pour le pire. Mais moi, j'en parlais aussi une fois avec un médecin en soins palliatifs qui me disait, mais à un moment donné, il faut arrêter de se raconter des histoires. À la fin des fins, tous les patients, ils vous regardent dans les yeux et ils vous disent, et vous, docteur, à ma place, vous feriez quoi ? Donc oui, le choix du médecin, mais pas que le choix du médecin, que lorsque le malade pose la question de l'euthanasie, parfois simplement pour savoir si sa vie vaut encore la peine d'être vécue. Une hésitation, un voile dans le regard, un moment de flottement peut déjà suffire à sonner pour lui comme la confirmation qu'effectivement, dans l'état dans lequel il est, même son soignant n'est plus tout à fait sûr que ça vaille la peine de continuer à vivre comme ça. Donc on vit des influences diverses. Et il n'est pas rare, il est même documenté que des soignants aient un jugement plus négatif que le patient lui-même sur sa propre qualité de vie. Pire que ça, parce que les partisans de l'euthanasie vous disent qu'il faut se sortir de la toute-puissance médicale, du mandarinat, etc. Moi, j'ai été extrêmement choqué de lire ce qu'a pu dire le président inamovible. Ça fait 15 ans qu'il est président de la Commission fédérale de contrôle et d'évaluation de l'euthanasie en Belgique, Wim Destelmans. Une journaliste l'interrogeait sur l'euthanasie qu'il avait pratiquée sur une femme dépressive chronique. Et puis, à un moment donné, elle lui dit « Vous n'avez pas le sentiment que vous avez pu l'influencer ?» parce que, comme c'est une figure de la défense de l'euthanasie, et comme elle avait écrit à plusieurs reprises toute l'admiration qu'elle avait pour lui, non, vous n'avez pas eu le sentiment que vous aviez pu l'influencer. Commence par lui répondre écoutez, j'ai jamais vu quelqu'un demander l'euthanasie par admiration pour son médecin. Et puis après, il lui dit en fait, et là je le cite, elle voulait faire au moins une chose convenable dans sa vie, mourir dignement, parce que le restant de sa vie était un horrible gâchis. Alors ceux qui défendent l'euthanasie comme une échappatoire à la toute-puissance médicale me font sourire. Est-ce que c'est vraiment en donnant le pouvoir de vie et de mort à un médecin qui peut considérer que votre vie entière est un horrible gâchis que l'on se soustrait à la toute-puissance médicale ? On a effectivement, oui, cette influence. Alors évidemment, je vous la décris pour le pire. Heureusement qu'elle existe aussi pour le meilleur. Mais est-ce qu'on est vraiment libre dans la situation dans laquelle on est en fin de vie ? Une autre influence, une autre pression toute simple, c'est la pression du questionnement lui-même. Ce que me disait un médecin en soins palliatifs, il me disait, mais déjà, rien que le fait de devoir se poser la question est un sujet. Vous êtes malade, vous avez des insomnies, vous avez éventuellement encore des souffrances, vous avez des angoisses. Vous vous réveillez à 4 heures du matin sur votre lit d'hôpital et la question que vous vous posez, c'est « Est-ce que c'est aujourd'hui que je dois demander à mourir ?» Vous allez vous la reposer dans la journée, vous allez vous la reposer la nuit d'après. Toute l'énergie que vous mettez à répondre à cette question, à vous la reposer encore, elle serait bien mieux placée dans la fin de vie que vous continuez à vivre, dans les relations que vous pouvez avoir avec vos proches. Et ça, est-ce que ce n'est pas déjà une influence ? Est-ce que ce n'est pas déjà une contrainte ? L'influence et la pression, elle est aussi celle des proches. Alors, évidemment, moi, je ne parle pas de proches qui voudraient euthanasier la grand-mère ou le grand-père, parce que je parle beaucoup de la grand-mère, mais ça peut être le grand-père, pour avoir l'héritage. Ça peut éventuellement, dans des cas familiaux, de dysfonctionnements familiaux, je n'exclus pas que ça puisse arriver,
Mais je ne pense pas que ce soit le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est, par exemple, cette femme dont on me parlait, qui, dans ce service de soins palliatifs, vivait sa fin de vie comme elle le pouvait, pas trop mal. Elle était plutôt volubile, plutôt blagueuse, sauf certains jours où elle terminait sa journée dans les larmes. Et à un moment donné, les soignants ont essayé de comprendre pourquoi ces jours-là, ça se terminait aussi mal. Ils ont vu que c'était quand son frère venait lui rendre visite. Et pourquoi ? Parce que son frère, là aussi, pas par malveillance, mais parce qu'il prenait tout ça dans le ventre, parce qu'il était angoissé pour lui-même, angoissé pour sa sœur, impressionné par ce qu'il voyait. Il disait à sa sœur, il ne pouvait pas s'empêcher de lui dire « mais c'est pas digne ce que tu vis, c'est pas une fin de vie, ce que tu vis, c'est pas normal ». Et au bout d'un moment, la pauvre femme n'en pouvait plus. Effectivement, elle finissait ses journées en pleurant. C'est pas de la mauvaise volonté, c'est pas de la malveillance de la part du frère. C'est éminemment compréhensible de par moments être submergé par son émotion, mais c'est une influence. Un cas encore plus fort qu'on m'a raconté, c'est le docteur de la Rivière à Bordeaux qui m'a raconté cette situation. Il était dans une équipe mobile de soins palliatifs. Donc, équipe mobile de soins palliatifs va être appelée par d'autres services pour faire état de son expertise. Là, il était appelé pour venir auprès d'un patient diabétique pour lequel le service commençait à réfléchir, enfin avait même un peu conclu, à un arrêt de traitement, un arrêt de dialyse. L'arrêt de dialyse, ça signifie la mort à brève échéance. Et donc il arrive, il s'agace un peu de constater qu'en fait on lui demande de venir, mais que tout le monde a pris sa décision et qu'en fin de compte on lui demande surtout de venir avaliser la décision et soulager les autres de leurs responsabilités. Il n'aime pas trop ce qu'il entend dans la discussion, et donc il demande, aussi pour gagner du temps, pour mettre tout ça à distance, il demande d'aller voir le patient. Il va voir le patient, il arrive dans la chambre, et là il voit un monsieur qui se lève, qui va vers lui, qui lui tend la main, et qui lui dit « Docteur, aujourd'hui, je suis heureux ». Alors le médecin le regarde en lui disant « Mais pourquoi aujourd'hui, spécialement, vous êtes heureux ?» Il dit « Regardez, ils sont tous là ». Et lui, il ne savait pas qu'ils étaient tous là pour décider de la fin de sa vie. Et ce monsieur donc, avait une dialyse importante, il avait aussi une légère démence, mais personne n'a songé à lui demander ce qu'il voulait pour lui-même. Et dans la discussion, le médecin me dit, en fait, à un moment donné, l'un des fils s'agace un petit peu et il dit, mais pourquoi est-ce qu'il faut qu'on prenne cette décision ? Pourquoi on prend cette décision maintenant ? Pourquoi on ne l'a pas prise il y a 6 mois ? Pourquoi on ne la prend pas dans 6 mois ? L'état de papa n'est pas très différent ces mois-ci. Et on lui répond, mais regarde ta mère, tu vois bien qu'elle est épuisée. Et bon, c'est compréhensible. Une personne de cet âge-là, qui a une légère démence, qui va pas aller lui-même à l'hôpital, qu'il faut conduire régulièrement à l'hôpital pour être dialysé, c'est épuisant pour l'épouse, c'est logique. Moi, ce que j'ai pas compris, parce que j'ai découvert l'existence des séjours de répit, j'ai pas très bien compris pourquoi on n'avait pas hospitalisé un temps l'époux pour permettre à la femme de se reposer. Mais on voit bien que là, en fait, l'une des raisons, voire la raison principale qui a poussé à arrêter le traitement, arrêter la dialyse de ce monsieur, c'est la fatigue de l'épouse, ce qui n'est quand même normalement pas un critère qui doit être pris en compte. Et de fait, le médecin qui me le racontait me dit, moi je leur ai dit que je refusais de participer à leur délibération dont ils avaient déjà annoncé l'issue, qu'en revanche c'était mon métier d'accueillir cette personne s'il décidait d'arrêter la dialyse et qu'il viendrait dans mon service. Et donc il est arrivé dans son service et il est mort 3 ou 4 jours plus tard. Et ça, ce n'est pas un cas totalement isolé. Quand certains ont étudié les cas dans lesquels une euthanasie avait pu être décidée en Belgique, il se trouve que parmi les raisons qui ont conduit à décider d'une euthanasie, dans 38% des cas, le caractère insupportable pour la famille a été pris en compte. Donc là encore, quand on nous parle de liberté, on voit bien que nous ne sommes pas des êtres totalement autonomes, dépourvus de liens, dépourvus d'influence. Mais quand je raconte ça, quand j'arrive à ce stade de mon raisonnement avec les gens avec lesquels je discute de l'euthanasie, auxquels j'essaye de dire c'est pas aussi simple
que c'est mon droit, mon choix, ma liberté, et on s'arrête là. Souvent, certains me disent « c'est vrai, je n'avais pas vraiment vu les choses sous cet angle-là, t'as pas tort ». Mais bon, ce qu'il faut, c'est encadrer, c'est poser des garde-fous, poser un cadre. En Belgique, c'est encadré. Et d'ailleurs, en fait, ce que l'on essaye d'implanter en France, la proposition de loi Falorni, qui a failli être adoptée l'an dernier, est un décalque complet de la loi belge. Emmanuel Macron, vendredi, s'est dit personnellement, enfin à titre personnel, favorable au modèle belge. Alors allons-y pour le système belge. Parce que le système belge, c'est déjà une euthanasie qui est pratiquée dans 70% des cas sur des personnes de plus de 70 ans. Aujourd'hui, quand on vous présente des cas qui mériteraient, selon leurs partisans, qui mériteraient l'euthanasie, on vous présente des cas, généralement souvent les cas de SLA, c'est-à-dire la maladie de Charcot, et des cas qui vous sidèrent, qui emportent la décision. Mais la réalité, même si évidemment les plus de 70 ans ont aussi des maladies, ce n'est pas uniquement à ce stade aujourd'hui sur un critère d'âge, mais la réalité, c'est que dans une extrême majorité des cas, l'euthanasie, elle est pratiquée au-delà de 70 ans. Donc les cas jeunes, les cas limites que l'on vous présente sont des cas qui, au final, vont conduire à emporter la décision éventuellement d'une légalisation de l'euthanasie, mais même dans les statistiques de la commission de contrôle de l'évaluation, enfin contrôle et d'évaluation de l'euthanasie belge, ces cas d'euthanasie pour des maladies neurodégénératives sont extrêmement minoritaires. Le système belge, c'est aussi un élargissement de l'euthanasie aux polypathologies. Ah oui, parce que quand vous avez à un certain âge, puisque les polypathologies comme cas d'ouverture de l'euthanasie concernent très majoritairement les personnes âgées, quand vous avez un certain âge, vous avez une affection qui n'a pas la gravité requise pour ouvrir droit à l'euthanasie, alors on rassemble. Donc oui, vous allez avoir éventuellement une DMLA ou une surdité, de l'arthrite sévère, de l'incontinence, soit. Mais ça, c'est le cas de beaucoup de personnes âgées. D'un certain côté, on pourrait dire que cette polypathologie-là, c'est la vieillesse. Donc on euthanasie dans ce genre de situation aussi. Le système belge, c'est, comme je vous l'ai dit, une euthanasie qui n'est pas limitée à la fin de vie, qui n'est pas limitée aux cas dans lesquels le pronostic vital est engagé. Vous avez une euthanasie qui est ouverte pour souffrance physique ou psychique. Ou psychique, c'est-à-dire que dans toujours ces rapports, je tiens à le souligner parce que ces rapports, vous pouvez les trouver sur Internet, ce n'est pas des choses que j'invente, ce n'est pas des bruits qui me sont rapportés, ce sont les constatations de la commission de contrôle. Eh bien, vous avez un cas d'ouverture dans les graphiques sur l'euthanasie, vous avez trouble de l'humeur, entre parenthèses, dépression, autisme, schizophrénie, trouble bipolaire. Donc, vous avez une pratique de l'euthanasie. On euthanasie des personnes dépressives. Même en Belgique, les associations de psychiatres se sont beaucoup battues contre ça, en disant « mais attendez, moi, des gens qui viennent dans mon cabinet, des personnes dépressives qui viennent dans mon cabinet et qui me disent qu'ils veulent en finir et que la vie n'a plus de sens, c'est tous mes patients. Si je considère que quand ils me disent ça et qu'ils me demandent l'euthanasie, je dois y faire droit, alors j'euthanasie toute ma patientèle. » Mais vous avez des cas d'euthanasie pour dépression et la personne dont je vous parlais, celle pour laquelle l'euthanasie avait été réalisée par le président de la commission de contrôle, était une personne qui était en dépression. Vous avez une euthanasie qui est pratiquée dans une situation dans laquelle la personne malade va jusqu'à juger elle-même de l'incurabilité de son affection, puisque l'un des critères, c'est que l'affection soit grave et incurable. Alors, quand on dit ça, quand on vous dit « est-ce que telle affection est curable ? Est-ce qu'on peut guérir du cancer ? Est-ce que le cancer du pancréas est curable ?» Votre réaction, c'est de dire on va demander à un médecin, il va nous dire si c'est curable ou incurable. Là, non, on en est venu dans une situation où on considère, et pour la première partie, ce n'est pas un problème, en France, c'est la même chose, où on considère qu'un patient peut refuser un traitement qu'il considère pas compatible avec
ce qu'il souhaite pour lui, trop invasif, enfin voilà, il refuse de subir ce traitement. Mais en Belgique, on a considéré que le fait de refuser le traitement, comme ça le rendait de fait incurable. Donc vous avez une maladie qui est curable, mais parce qu'on refuse ce qui pourrait la soigner, on bascule dans l'incurable, et c'est en réalité la personne elle-même qui juge de sa situation médicale et qui finalement rentre d'elle-même, choisit quelque part d'elle-même de rentrer dans les critères de la loi. L'encadrement belge, c'est aussi un contrôle a posteriori, et on voit bien qu'un contrôle a posteriori, c'est un petit peu gênant quand on constate que l'euthanasie n'a pas été réalisée dans les conditions légales. C'est un contrôle sur déclaration. Or, on sait qu'entre 25 et 50% des euthanasies ne sont pas déclarées en Belgique. Et mieux encore, le même président de la Commission fédérale de contrôle et d'évaluation de l'euthanasie avait été interrogé et il avait déclaré « On ne contrôle que ce qui est déclaré. Les cas douteux, forcément, ils ne sont pas déclarés, donc on ne les contrôle pas. » C'est plus simple comme ça. C'est donc une commission qui contrôle les cas qui vont bien et qui conclut qu'ils vont bien. C'est une commission qui est, in fine, un organe de couverture des médecins par les médecins. Parce que quand vous regardez la façon dont la commission décide et va voter pour savoir si un cas doit être soumis à la justice, la répartition des votes, c'est 2 tiers pour les médecins, 1 tiers pour les personnalités qualifiées. Les 2 tiers de médecins sont des médecins qui pratiquent l'euthanasie. Wim Distelman pratique des euthanasies, Corinne Von Ost siège à la commission de contrôle et d'évaluation de l'euthanasie, elle pratique des euthanasies. Et quand j'avais dit à un moment donné à Jacqueline Heremans, qui est la présidente de la DND Belgique et qui siège à cette commission, je lui avais dit, mais donc en fait, dans votre commission d'évaluation et de contrôle de l'euthanasie, vous n'avez que des partisans de l'euthanasie. Elle m'avait dit, bah oui, évidemment. Enfin, pourquoi voudriez-vous qu'il y ait des opposants à l'euthanasie? L'euthanasie est légale chez nous. Alors soit on peut être favorable, plus ou moins, avoir une application extensive ou une application restrictive. La commission de contrôle belge, elle a choisi l'application extensive. Pour un juriste, c'est assez choquant parce que vous voyez notamment que la commission a choisi de considérer qu'il y avait des critères essentiels et des critères non essentiels dans la loi. Alors que c'est un principe, je ne suis pas juriste de droit belge, mais je crois qu'on partage suffisamment en commun en droit pour avoir les mêmes principes, c'est qu'on ne distingue pas là où la loi ne distingue pas. Un tribunal ne distingue pas là où la loi ne distingue pas. Il ne retranche pas, il n'ajoute pas à la loi. Là, la commission va au-delà de ce que peut faire une juridiction. Elle a considéré qu'effectivement, parfois, on n'a pas respecté les critères, mais ça va être un critère non essentiel. C'est-à-dire, on n'a pas exactement respecté les délais, mais c'est pas grave. On n'a pas l'avis du deuxième médecin, mais ce ne sera pas grave. Donc, elle fait un peu elle-même sa propre loi. Et c'est une commission aussi qui, en 20 ans, n'a transmis qu'un seul cas à la justice. On nous explique qu'en 20 ans, il n'y a eu qu'un cas litigieux en Belgique. C'est probablement le seul système législatif, le seul domaine dans lequel, par miracle, il n'y ait pas d'infraction. Jamais. Donc vous voyez à peu près ce que c'est que l'encadrement belge, et en réalité, ce que l'on a voulu implanter en France, la proposition de loi Falorni, c'est une proposition de loi, alors je dis Falorni parce que c'est celle qui a été débattue, je pourrais dire la proposition de loi Touraine parce que c'est sa petite sœur, elle ne change que sur quelques virgules, je pourrais presque dire la proposition de loi de la DND parce que la proposition de loi Falorni et la proposition de loi Touraine sont des copier-coller de la proposition de loi de la DND avec quelques variantes. Mais cette proposition est plus radicale encore parce que elle dit effectivement que l'affection, qui peut être psychique ou physique, l'affection doit être à un stade avancé ou terminal. Les médecins auxquels j'en ai parlé, ils m'ont dit déjà, quand il a fallu qu'on dise qu'est-ce que c'est qu'un stade terminal, ça a été compliqué, mais qu'est-ce que c'est qu'un stade avancé? Qu'est-ce que c'est qu'un stade avancé d'une dépression? Qu'est-ce que c'est, pour ne pas prendre une affection psychique, que le stade avancé d'un diabète? Le diabète, il avance. Le stade avancé, c'est dès le lendemain du jour où on l'a diagnostiqué, à la rigueur. La proposition de loi Falorni, elle ne prévoyait pas de délai spécifique quand on n'était pas dans une situation où le pronostic vital était engagé. En Belgique, on prévoit un délai minimum d'1 mois. En France, on n'aurait pas eu de délai minimum. Enfin, de délai minimum
Pour ces situations, le pronostic vital n'est pas engagé. Sinon, le délai, il est de 4 à 6 jours. Donc en 4 à 6 jours, dans l'intervalle des 4 à 6 jours, il aurait fallu que 2 professionnels de santé viennent auprès du patient pour établir un diagnostic ou en tout cas produire un rapport sur sa situation, son état psychologique, etc. Je ne sais pas si vous imaginez aujourd'hui le fonctionnement de l'hôpital public et le fonctionnement de l'EHPAD, et si vous pensez qu'on va réellement avoir à disposition des professionnels pour venir en urgence produire en 2 jours un rapport circonstancié sur la demande d'euthanasie du patient. Et puis la proposition de loi Falorni, là où le droit belge prévoyait une obligation de transmission au procureur du roi quand on n'était pas dans les clous, eh bien la proposition de loi, elle prévoyait une faculté de transmission. Donc vous êtes dans cette situation étonnante où, pour une question de vie ou de mort, pour une question où si vous ne respectez pas les conditions légales, alors c'est un homicide, eh bien la commission qui le constate peut transmettre ou ne pas transmettre au procureur. Habituellement, un fonctionnaire et un membre d'une commission comme celle-là serait assimilé fonctionnaire à une obligation renforcée de dénonciation. Dans cette situation, non, on avait prévu qu'il n'y aurait pas d'obligation de dénonciation. Alors en fait, on en arrive à quoi? On en arrive à une situation où on place des garde-fous et où on décide que si on ne respecte pas les garde-fous, il ne se passera rien, en fait. La proposition de loi publique de la DMD, elle est plus simple, elle règle le problème, parce que cette question de transmission n'existe pas puisqu'il n'y a pas de commission de contrôle, tout simplement. Il n'y aura personne pour contrôler la réalité de l'euthanasie. La réalité, en fait, c'est que la logique d'autodétermination qui est à l'œuvre dans l'euthanasie et qu'on va opposer, on oppose souvent l'éthique d'autodétermination et l'éthique de vulnérabilité. La logique d'autodétermination, elle emporte tout dans son sillage. Tout regard extérieur au patient est finalement expulsé du débat. C'est ainsi d'ailleurs que, je vous parlais du critère d'incurabilité, c'est ainsi qu'il est devenu un critère subjectif. C'est aussi pour ça qu'on en vient à débattre, en Belgique, on en vient à débattre d'une euthanasie pour vie accomplie. C'est assez drôle parce qu'à un moment donné, pour décider de l'ouverture de l'euthanasie pour vie accomplie, il faut fixer un âge. C'est assez élégant. On peut considérer qu'à partir de 75 ans, 70 ans, on peut considérer que vous avez, voilà, si vous considérez que votre vie est accomplie, la société est d'accord avec vous, vous pouvez y aller. Mais sauf que moi, je ne vois pas pourquoi on s'arrêterait là. Il y a déjà eu un débat dans lequel la personne disait « mais moi, je ne vois pas de conditions ». Pourquoi considérer, si c'est chacun qui s'autodétermine, chacun qui décide et détermine de sa situation, pourquoi dire qu'il faut attendre 70 ans pour avoir une vie accomplie? La valeur n'attend pas le nombre des années. Pourquoi pas à 20 ans? Pourquoi pas à 40 ans? Pourquoi pas à 50 ans? Donc en fait, on se retrouve dans une situation où, sans aucun critère médical, sur la seule appréciation de la personne, on va pouvoir demander à un tiers de vous ôter la vie. Alors, là, je fais ce que je ne souhaitais pas faire. Je cours un peu, parce que je voudrais tout vous dire. Mais je voudrais aussi prendre le temps. Je voudrais prendre un peu le temps qui est une vraie variable de cette fin de vie, le temps qui manque ou le temps que l'on accorde, pour vous parler effectivement des soins palliatifs. Parce que les soins palliatifs, évidemment, j'ai commencé aussi à m'y intéresser parce que j'étais spontanément défavorable à l'euthanasie, mais j'ai bien conscience qu'on ne peut pas se contenter d'une position dogmatique, on ne peut pas se contenter d'avoir une position de principe face à quelqu'un qui souffre, quelqu'un dont on ne soulagerait pas les douleurs. On ne peut pas se contenter de dire « ah ben non, on ne tue pas, c'est un interdit de la civilisation, donc on ne le fait pas. Il faut proposer autre chose ». Et donc j'ai commencé effectivement à essayer de savoir ce qui se passait, ce que l'on proposait en soins palliatifs. Donc je suis allé dans diverses unités. J'ai commencé par passer une journée à l'unité de soins palliatifs de Puteaux. Je suis rentré, j'avais beau y avoir écrit sur les soins palliatifs, c'est pas la même chose d'écrire et d'y aller. Quand je suis rentré avec la trouille au ventre.
Je ne savais pas ce que j'allais y trouver. Je me considère toujours maladroit quand je dois parler à quelqu'un qui est malade. Je ne sais pas quoi lui dire, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi faire de mes mains. Je me suis dit que j'allais passer une journée épouvantable. Évidemment, il y avait une équipe qui sait très bien ce que c'est que de rentrer pour la première fois dans une unité de soins palliatifs, donc ça s'est plutôt bien passé. J'ai vu des gens qui étaient plutôt... je parle plutôt des soignants, des gens qui n'étaient pas là avec une mine compassée, qui n'étaient pas là avec des semelles de crêpes pour ne pas faire de bruit dans le couloir pendant que les gens mouraient. Non, il y a de la vie dans les soins palliatifs. Il y avait une cadre de santé à un moment donné, après avoir eu une réunion de transmission. Et bon, quand on vous passe le tableau de 6 à 12 patients, là j'y étais encore la semaine dernière, où on vous parle de quelqu'un qui avait un caillot de sang qui empêchait l'hémorragie, qu'il a fallu extraire manuellement le caillot. Enfin, vous, au bout d'une heure de réunion de transmission, vous commencez à vous tasser un peu. Et donc, j'ai dit à la cadre de santé, mais vous faites comment pour survivre à ça? Vous faites comment pour revenir tous les matins, vous levez tous les jours, vous blindez? Elle m'a dit, ah non, on ne se blinde pas. Ici, ce sont les émotions qui nous tiennent vivants, c'est les émotions qui nous font revenir. La médecine que j'ai découvert, que ce soit à Puteaux, que ce soit à Gardanne ou que ce soit à la maison médicale Jeanne Garnier, et en réalité je viens de commencer, c'est un peu prématuré d'en parler, mais je viens de commencer un parcours de bénévole en soins palliatifs, donc j'ai passé 3 journées pleines dans les unités de Jeanne Garnier. La médecine que l'on y découvre, c'est une médecine humble, qui a accepté de ne plus être effectivement dans la toute-puissance et dans la guérison, nécessairement. Les personnes malades qui prennent en charge, alors dans certaines situations particulières, certaines sortent de l'unité de soins palliatifs, mais ce n'est pas le lot commun des patients en soins palliatifs. C'est une médecine où on va chercher à... Alors j'anticipe un peu, il y a des spécialistes qui en parleront certainement bien mieux que moi, mais de moi, ce que j'en ai perçu, moi qui suis novice en la matière, c'était la beauté de la volonté d'accompagner à la fois le patient, mais aussi ses proches. J'ai découvert ce que je vous disais, que l'on pouvait se soucier de la tristesse du patient, se soucier de la tristesse de ses proches, alors que, voilà, moi j'aurais pensé qu'on ne faisait que traiter un peu les symptômes de la maladie. C'est un endroit où j'ai entendu en transmission les soignants dire cette dame, elle est très volubile. Alors c'est plaisant en fait pour les soignants parce que ils rentrent dans la chambre, la discussion se fait, donc ils disent elle est très volubile. Et puis quelqu'un qui sonnait l'alerte en disant va falloir faire attention que ça ne cache pas une angoisse par derrière. Et puis il y avait une autre patiente qui elle était très calme, très remerciante. Et là aussi on peut se dire ça elle sonnait jamais. C'est patient sympa, c'est pratique. Mais là aussi, les soignants disaient va falloir aller lui tenir compagnie plus souvent, à la personne, il faudra venir. J'entendais aussi les soignants dire voilà, il va falloir gérer la suite, parce que parfois vous avez une personne, là en l'occurrence c'était une mère de famille qui allait décéder, il n'y avait pas de père, les enfants allaient rester seuls. L'hôpital ne dit pas Joker, c'est plus mon problème. Non, elle se souciait d'appeler l'assistante sociale. Je les ai vus aussi qui se souciaient de multiples petits détails, parce qu'en fait, en fin de vie, évidemment, il y a des actes très techniques en soins palliatifs, mais parfois c'est aussi tout simplement le pli d'un drap dans le dos qui va pourrir la journée du patient et qui lui crée plus de douleur finalement que son cancer. Donc on se soucie de ça. On se soucie aussi parfois d'apporter malgré tout à un patient qui ne mange pas, de lui apporter quand même des petites portions, parce que le repas c'est quelque chose de sacré en France. Donc pour participer à ce temps du repas, on lui présente quand même quelque chose. C'est un peu plus trash comme considération, mais on va avoir aussi des draps ou des couvertures de couleur sombre pour éviter le choc quand il y a une hémorragie, que ce soit sur des draps blancs, ça choque à la fois le patient, ça peut choquer les proches. On fait attention à ces petites choses. Il y avait un panneau coulissant pour que les tuyaux par lesquels arrivent les différents fluides ne soient pas visibles avant qu'on en ait besoin, et que pour le patient, la chambre ne soit pas
ultra médicalisé tout de suite. J'ai vu aussi un médecin qui restait 1 heure au chevet d'un patient dont on refaisait le pansement, alors que dans une logique gestionnaire, un médecin n'a pas grand-chose à faire pendant qu'on refait le pansement du patient. Ce n'est pas lui qui le refait, mais il restait là pour échanger avec le patient, pour parler de la façon dont il vivait sa situation et pour voilà, parler de ses angoisses. J'ai entendu la semaine dernière une patiente qui nous disait c'est un bonheur cet hôpital. Alors elle disait aussi, évidemment, ce n'est pas l'endroit où on a envie de venir, mais c'est un bonheur cet hôpital. Ça m'a fait penser à ce que Marie de Henzel rapportait dans le livre, un livre qui était fondateur pour moi, La mort intime. Elle parlait d'une personne qui était arrivée en demandant l'euthanasie et qui, comme ça n'était pas possible, au bout d'un moment, lui avait dit mais, « Vous savez, il a fallu que j'en arrive là pour découvrir que la bonté existe. » C'est beau pour les soins palliatifs, c'est beau pour elle. Et je me dis, cette personne, est-ce qu'il aurait fallu faire droit à sa demande d'euthanasie et l'euthanasier avant qu'elle découvre que la bonté existe? J'ai demandé aussi aux soignants si on savait vraiment prendre en charge la douleur. Parce que moi, on m'avait dit, oui, mais bon, la prise en charge de la douleur, ils sont sympas, mais en fait, ça n'arrive pas toujours. Il y a des allergies à la morphine, il y a des gens qui ne supportent pas. Et le médecin m'avait dit, mais vous savez, ici, notre problème, enfin le problème avec les produits morphiniques, c'est le risque de tuer le patient. Bon, nous, ici, ce n'est pas tellement notre enjeu. Notre enjeu, c'est de trouver le bon équilibre entre la douleur et la conscience. Mais même, elle me disait, ça fait partie des idées préconçues que l'on a, elle me disait, il n'y a pas véritablement, c'est extrêmement rare les allergies à la morphine. Il y a des intolérances à la morphine, mais quand il y a des effets secondaires, on a aussi des produits avec lesquels on peut traiter les effets secondaires. On peut faire en fin de vie des choses que l'on peut plus difficilement faire dans le cours de la vie parce que c'est trop contraignant. Et puis j'ai découvert aussi qu'on pouvait même pratiquer des sédations temporaires, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aussi les soignants vont se mettre d'accord avec le patient, lui demander à quel moment dans la journée il souhaite être conscient. Et parfois, certains vont dire « moi je veux être conscient entre 14h et 17h parce que c'est la période où mes proches viennent et où je vais avoir des visites ». Et donc il est sédaté le reste du temps, ce qui lui permet de ne pas souffrir pendant ce temps-là, ce qui lui permet aussi de vivre ces 3 heures-là avec une souffrance moindre puisqu'il n'a pas passé 24 heures crispé dans sa douleur. J'ai entendu aussi des soignants me dire comme ils étaient engagés avec tout leur être, tout leur âme, toute leur sensibilité. C'était une psychologue à Gardanne qui me l'avait dit quand je leur avais dit mais pourquoi vous occupez du père, et que l'autre m'avait dit mais parce qu'on est humain. Elle avait dit mais vous comprenez, nous quand on vient, il n'y a pas que notre technicité, il n'y a pas que notre savoir-faire, il y a vraiment toute notre personne qui est là. Et ces patients et ces soignants, ce que j'ai découvert aussi avec eux, c'est ce qu'ils vous disent sur un terme qu'ils emploient tout le temps, sur l'ambivalence des demandes de mort. On est ambivalents tous. On est ambivalents dans le cours de notre vie, on est ambivalents à la fin de notre vie, et c'est extrêmement légitime. Est-ce qu'il faut demander à quelqu'un de dire « non, là maintenant, excuse-moi, tu as dit que tu voulais l'euthanasie, tu veux l'euthanasie, hein, nous, on l'a inscrit. » Et Claire Fourcade, qui est l'actuelle présidente de l'ASFAP, me rapportait, l'ASFAP, c'est la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, c'est la société savante des soins palliatifs. Elle me racontait le cas d'une patiente qu'on lui avait adressée, enfin qu'on était en train de lui adresser, parce que le service où elle était ne savait plus quoi en faire. Et cette patiente était une femme qui était dans un métier elle était maître d'hôtel, et voilà, c'est un métier qui demande de la discipline, et elle était dans la maîtrise, et elle lui a demandé à la fois l'euthanasie et le vaccin contre le Covid. Il y a des patients qui demandent à la fois l'euthanasie et qu'on n'oublie pas les vitamines. Là aussi, ça fait sourire, mais c'est notre état naturel, c'est ce que l'on est, et c'est encore plus compréhensible face à notre mort. Le cas le plus emblématique que j'ai entendu, c'est deux cas que Ségolène Perrucchio m'a rapporté. D'une part, et ça arrive souvent, une patiente qui demande l'euthanasie, elle lui explique que ça ne se fera pas, et elle lui dit « bon, alors dans ce cas-là, il faut que je tienne jusqu'au 25 février parce qu'il y a mon fils qui va venir ».
En fait, cette personne a besoin d'un projet, elle a besoin de maîtrise. Quand vous êtes dépossédé de votre existence par la maladie, vous cherchez aussi des éléments sur lesquels vous pouvez encore avoir prise. Donc là, elle cherchait un projet. Et plus encore, il y a un monsieur qui lui a dit, quand elle lui a dit ben, « non, je ne pratiquerai pas d'euthanasie », il lui a répondu « alors il va falloir que je trouve une autre raison de vivre ». Il demandait l'euthanasie pour se trouver une raison de vivre. Oui, c'est complexe et c'est ambivalent, mais c'est comme ça qu'on est. J'ai découvert aussi l'inventivité dont les services de soins palliatifs peuvent faire preuve. J'en parlais tout à l'heure à table, sur Twitter, une fois où je défendais les soins palliatifs, j'ai été bombardé de vidéos par la DMD, donc l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, qui m'envoyait les vidéos de patients atteints de SLA, et donc j'ai reçu 10 à 15 tweets me disant les soins palliatifs ne peuvent rien pour Nadine atteinte de SLA, les soins palliatifs ne peuvent rien pour Georges atteint de SLA, les soins palliatifs, etc., etc. Ce qui est faux, d'une part, d'autres peut-être vous en parleront mieux, mais les soins palliatifs peuvent prendre en charge les angoisses, peuvent prévenir le risque d'asphyxie, peuvent aussi prendre en charge les proches, gérer les proches. Et puis, je pensais à ça et je me disais, mais oui, effectivement, enfin, les soins palliatifs, pour eux, ne peuvent rien, mais en fait, les soins palliatifs, ils peuvent tout, sauf tuer ce patient. Moi, ce que j'ai entendu, c'était là aussi le docteur Ségolène Perruchio qui me disait, une fois, on lui a amené un homme qui demandait l'euthanasie, sa femme demandait l'euthanasie pour lui, son généraliste, son spécialiste lui disait à Ségolène Perruchio, là, il va falloir faire quelque chose. Mais évidemment, personne ne prenait sur lui de dire ce que ce quelque chose était et ne prenait encore moins sur lui de pratiquer ce quelque chose. Et elle, évidemment, de toute façon, c'est la situation légale. Elle a dit non, je ne pratique. C'est sa conception de son rôle de médecin. Elle a dit non, je ne pratiquerai pas d'euthanasie. Bon, en revanche, elle n'a pas abandonné son patient. Elle a dialogué avec lui. Elle lui a demandé quelles étaient ses principales angoisses. Donc c'était, je crois que je l'ai dit, un patient atteint de SLA. Et comme souvent, l'une de ses principales angoisses, c'était l'asphyxie, c'était de mourir asphyxié. Et donc, elle a fait quelque chose qui n'est pas dans les protocoles ordinaires, c'est qu'elle a donné à l'épouse une seringue de midazolam et à lui asperger dans le nez s'il devait avoir un épisode d'asphyxie. Et pendant 18 mois, l'épouse est revenue chaque mois pour renouveler sa seringue et elle n'en a jamais fait usage. Et quand Ségolène Perruchio lui a demandé un jour comment allait le patient, hein, évidemment, il dansait pas la samba, hein, mais l'épouse lui a dit il est bien. Voilà. Ils ont vécu 18 mois de plus. Est-ce qu'il aurait fallu faire droit à la demande d'euthanasie que pourtant tout le monde appuyait? Et si elle n'avait pas eu l'interdiction, enfin l'interdit de la loi, comment elle refusait cette euthanasie? Et comment, en fait, elle permettait à ces gens, à ce couple, de vivre encore les 18 mois qu'ils avaient à vivre? Il faut savoir aussi que les soins palliatifs, lorsqu'ils prennent en charge un patient, que lorsqu'on a une véritable prise en charge de soins palliatifs, ils font disparaître la quasi-totalité des demandes d'euthanasie. Il y a eu une étude qui a été réalisée à la maison médicale Jeanne Garnier sur plus de 2100 patients, qui a montré que déjà il n'y avait eu que 9% des patients qui demandaient l'euthanasie, et encore ça semble élevé, mais c'est spécifique parfois, enfin à certains établissements, et que dans 90% des cas, une fois prise en charge, la demande cessait d'elle-même. Même Corinne Venost, qui pratique des euthanasies, vous dit « je ne les pratique pas dans mon service de soins palliatifs » parce que quand on prend en charge les patients, il n'y a pas de demande d'euthanasie, donc elle les pratique à l'extérieur. Je me souviens aussi de soignants de Gardanne qui m'avaient dit que, bien sûr, chacun avait besoin d'une forme de rétribution et que, comme en soins palliatifs, la rétribution, ça ne peut pas être de voir un patient ressortir sur ses deux pieds. Pour eux, la rétribution, c'était d'avoir permis le meilleur accompagnement possible, d'avoir permis la fin de vie la plus paisible possible pour le patient et pour ses proches. Et
Et ses proches, les survivants, en fait, sont aussi des gens qu'on oublie dans ce débat. On oublie la façon dont eux vont survivre au deuil que l'on pratique. Et Marie de Henzel me disait, mais le suicide assisté, c'est une chose, mais comment on fait face derrière au suicide assisté, même quand on a accepté la demande de votre proche, vous risquez de vous retrouver, alors je répète ces termes que je ne maîtrise pas, dans une situation de double bind, donc je crois de double contrainte, on pourrait dire, où soit vous avez refusé d'accompagner votre proche dans son suicide assisté et vous avez des chances de vous reprocher toujours de l'avoir abandonné, soit vous l'avez accompagné et vous avez des chances de vous reprocher toujours de ne pas avoir trouvé comment faire en sorte qu'il ne veuille pas ce suicide assisté, même si vous, sur le moment, vous vous êtes dit c'est sa demande, j'y fais droit. Il n'y a pas que les survivants qu'on oublie, il y a les soignants aussi dans ce débat. On n'en parle jamais. Là, il y a plein de gens qui sont favorables à ce qu'on pratique l'euthanasie. Maintenant, comme ce n'est pas un acte technique, si on leur demandait, et vous le feriez? Les députés, ce n'est pas très compliqué finalement d'euthanasier quelqu'un. Députés qui sont favorables à l'euthanasie, vous la pratiqueriez, vous? Comme le dit Claire Fourcade, elle parlait là pas des députés, elle parlait d'un journaliste qui disait, mais vous allez au bout de votre métier de médecin. Et elle disait, mais vous chloroformez vos chatons? Bon, il faut le faire. Moi, j'ai une infirmière qui me disait qu'une fois, elle a injecté 10 mg de morphine à un patient. C'était la prescription normale parce que c'était adapté. Mais pendant qu'elle l'a injecté, le patient est mort. Et elle disait, voilà, personne ne sait ce que c'est que de voir la vie qui disparaît dans les yeux de la personne à cause de l'acte que vous êtes en train de mener. Un cas aussi dans lequel une sédation avait été mise en place, une sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, pour un malade de SLA. Il avait une VNI, il avait demandé une ventilation non invasive, il avait demandé à ce qu'on arrête la VNI, et donc le service s'est concerté, ils ont décidé de faire droit à sa demande de sédation, ils l'ont mise en place, et le médecin, quand il a retiré la VNI, en fait, le patient l'a regardé, a planté ses yeux dans son regard. Et ce médecin a eu besoin d'aller voir un psychologue. Et les infirmières lui ont dit non, mais c'est peut-être un geste réflexe, c'est quelque chose qu'on peut faire. Mais lui, il s'est demandé pourquoi moi? Pourquoi le patient m'a regardé, n'a pas regardé ses proches? Au moment de mourir, on pourrait se dire, le dernier regard, je le veux pour mes proches. Et cette question de savoir pourquoi il m'a regardé, est-ce que c'était un regard de reproche? Est-ce que c'était parce que je n'avais pas su le guérir? Est-ce que voilà, ça, on ne prend pas forcément, on ne prend pas ça en compte. Moi, ces soignants que j'ai vus, effectivement, vous parliez d'une lettre d'amour. C'est vrai que pour moi, c'est une espérance de me dire qu'on sait faire ça en France, de me dire qu'il y a des gens qui se lèvent le matin pour aller pratiquer ce qu'ils pratiquent. Et ces soignants, moi, j'ai pas envie qu'on me les abîme. Je sais que ça ne les laisserait pas indemnes, une légalisation de l'euthanasie. Claire Fourcade l'avait très bien exprimé dans un texte qui est devenu un peu fameux, un peu connu. Vous le trouverez, je ne vais pas vous le citer intégralement. Euthanasie, une piqûre de mort. Elle explique que si elle doit, après avoir accompagné un patient, après avoir noué une relation, après s'être assise à son chevet pour le faire parler, pour le faire accoucher de ses angoisses, comme elle le dit, ça se fait souvent dans les larmes. Ça lui demande à elle d'être tendue pour être réceptive. Si elle doit ensuite sortir de la chambre, aller chercher une seringue, revenir, piquer la personne, enfin euthanasier la personne, alors elle mourrait elle-même de l'intérieur. Elle le dit, et elle le dit aussi, elle dit « Car comment ensuite prendre à nouveau le risque d'écouter vraiment ? Comment ne pas devenir alors un gigantesque cimetière, une nécropole de champs de bataille ? Je ne veux pas devenir un monument aux morts. » J'accompagne des vivants qui n'ont que faire d'un médecin qui serait mort à l'intérieur. Elle m'expliquait que, en fait, elle faisait avec le malade le chemin jusqu'à sa mort, mais que lorsque le malade, lui, a terminé son chemin, elle, il faut qu'elle reparte dans la chambre d'un autre et qu'elle fasse le même chemin avec lui. Comment elle le fait ? Comment elle s'engage de la même manière? Comment elle l'écoute? Comment elle noue la même relation avec lui si elle sait qu'à la fin,
elle va être amenée à l'euthanasier. Moi, je n'ai pas envie d'avoir des soignants qui sont obligés de se déshumaniser pour pratiquer leur métier. On veut tous, on parle tous de ces infirmières qui n'ont pas le temps de pratiquer, qui deviennent parfois à la limite de la maltraitance parce qu'elles ont un temps chronométré pour faire des toilettes, parce qu'elles ont un nombre de patients dans un couloir qui est au-delà de ce que l'on pourrait faire en prenant le temps nécessaire pour échanger, converser, entendre ce que le patient a à vous dire. On a besoin, on veut des soignants humains. Les soignants qui ont été interrogés, je ne vous raconte pas tout, mais c'était dans un mémoire de recherche, la personne qui a réalisé ce mémoire de recherche a interrogé 2 soignants qui pratiquent des euthanasies. L'une disait, alors déjà, elle avait commencé par une situation limite, un cas limite, et puis en fait, c'est elle qui finissait par faire des euthanasies pour des MLA. Elle disait qu'elle ne dormait pas la veille, et puis que l'après-midi, après une euthanasie, elle partait dans la nature pour se reconnecter à la nature. Ce n'est pas une situation ordinaire d'un médecin. Un médecin qui pratique une appendicite ou une greffe du cœur n'a pas besoin d'aller se reconnecter à la nature. Il y avait un autre soignant qui pratiquait des euthanasies qui lui dit, il était à la retraite, et il lui dit il était temps que ça s'arrête. Il était temps que ça s'arrête. Et elle me dit, en fait, pendant l'entretien, il a fondu en larmes à plusieurs reprises. Est-ce qu'on fond en larmes dans la pratique ordinaire de la médecine? Est-ce que les soignants de soins palliatifs, quand ils vous parlent de ce qu'ils font, ils fondent en larmes? Donc si on est obligé d'occulter une part de soi-même pour exercer son métier, on a un vrai problème, et on risque d'avoir des soignants qui sont eux-mêmes dans une situation quasi traumatique. Est-ce qu'on peut être un bon soignant quand on est traumatisé? Les soins palliatifs, en fait, ça permet aussi de sauvegarder le temps nécessaire à la personne. Et parfois, alors je dis bien parfois, hein, je n'idéalise pas les fins de vie, mais parfois de s'ouvrir au mystère de la période. Il se passe des choses mystérieuses pour certaines fins de vie. C'est ce que le psychologue Michel de Musan a qualifié de travail du trépas. C'est un temps où on s'abandonne, un temps où le soi prend le pas sur le moi, un temps où, selon son expression, un temps qui peut autoriser, et son expression c'est une tentative de se mettre complètement au monde avant de disparaître. C'est une façon, là encore, comme je le dis, hein, je ne veux pas idéaliser les fins de vie, mais si l'on se précipite, on risque de ne pas permettre cette façon de boucler la boucle. Ce travail du trépas, c'est le temps qui peut être nécessaire pour qu'une transmission se fasse entre un père et un fils. C'est ce que m'a raconté une infirmière, je ne vous détaille pas parce que le temps s'écoule et je ne veux pas être trop long. C'est le temps pour qu'un pardon puisse enfin être donné. Et on sait bien que parfois, pour donner un pardon, il faut qu'on ait accepté de ne plus maîtriser, il faut qu'on ait accepté d'abandonner ce que l'on était. C'est le temps aussi, parfois, pour un proche, pour un parent, pour une mère, de donner l'autorisation à sa fille de partir. Et ça m'avait énormément touché. 10 ans après avoir lu le livre, je me souvenais encore de ce passage où Marie de Henzel explique qu'une jeune femme dans le coma ne mourrait pas, on ne comprenait pas pourquoi elle ne mourrait pas. Et en discutant avec un bénévole et un psychologue, le psychologue lui a dit peut-être que votre fille a besoin que quelqu'un l'autorise à partir. Donc la mère a compris qu'il s'agissait peut-être d'elle, et donc là je lis ce que dit Marie de Henzel. Elle lui dit « Sois bénie et va ton chemin ». À cet instant précis, Valérie est sortie de son profond coma. Elle a ouvert les yeux et regardé ses parents, puis elle leur a fait un petit signe de la main en disant « ciao » d'une manière un peu désinvolte, comme elle le faisait toujours, et son souffle s'est suspendu sur ce dernier au revoir, c'était fini. Notre société qui est pressée, anxieuse, techniciste, utilitariste bien souvent, elle a beaucoup de mal à comprendre qu'il reste un temps qui soit ouvert au mystère de l'abandon, au mystère de la conscience et de l'absence de conscience parfois indécelable, un temps qui appartient totalement à l'homme, à la personne malade. C'est un temps effectivement mystérieux où on constate que parfois
même un patient qui est comateux continue de maîtriser le moment de sa mort. L'un des fondateurs des soins palliatifs en France, le docteur Jean-Marie Gomas, a pratiqué une étude sur plus de 600 décès consécutifs. Donc, il me disait, voilà, on ne peut pas me dire que j'ai choisi mes patients, j'ai pris 600 décès consécutifs. Il disait, dans 75% des cas, le patient a, d'une certaine manière, choisi le moment où il allait mourir. Parmi ces 75%, dans 67% des décès, c'était des personnes habituellement bien entourées qui ont attendu d'être seules pour partir. Et dans 8% des cas, il s'est trouvé que c'est des personnes qui, isolées, ont attendu qu'une personne arrive pour partir. Ce que je trouve, c'est une aparté, mais ce qui peut aussi parfois déculpabiliser les familles, parce que souvent les familles disent il est mort et je n'étais pas là. Parfois, c'est mystérieux, mais c'est quand même un choix de la personne malade. Claire Fourcade emploie une métaphore que je trouve très parlante. Elle emploie la métaphore de la montgolfière, parce qu'elle dit souvent, j'ai des gens qui viennent quand on a affaire à un patient qui a une vie sociale très développée, qui a eu un réseau amical important. Les gens qui viennent à son chevet, elle a souvent des gens qui sont en colère, qui disent mais il était plein de joie de vivre, ce que je vois là, c'est plus lui, c'est pas comme ça qu'il aurait voulu mourir, ça lui ressemble pas. Et elle leur dit, vous voyez, effectivement, sa mort et la fin de vie, c'est un peu effectivement comme une montgolfière. Il faut le temps de couper tous les liens que l'on a tissés pendant le reste de sa vie. Et parfois, effectivement, on constate qu'une personne qui a été animée une intensité de vie sociale importante, elle a plus de liens que les autres et il lui faut le temps pour partir, mais c'est elle qui finalement coupe les liens. Je pense aussi à cette histoire que m'a racontée Marie de Henzel, qui avait demandé à une infirmière dans un service de soins de suite et de réadaptation comment elle définirait la vie. Et alors sa définition était presque poétique. Elle lui avait dit « On est en vie tant que l'on compte pour quelqu'un ». Et elle l'avait illustré avec la situation d'une jeune femme qui était dans ce service-là. Alors, elle ne communiquait plus du tout. Je ne sais pas si elle était, comment le qualifier, c'était un état aussi relationnel ou une autre, mais en tout cas, elle ne communiquait plus du tout. Et sa mère venait la voir tous les jours. Elle est venue la voir tous les jours pendant 15 ans, jusqu'au jour où elle est morte dans un accident de voiture. Et le service s'est demandé ce qu'il devait faire. Est-ce qu'il devait l'annoncer ou pas à la jeune femme, puisque de toute façon, elle ne communiquait plus. Ils se sont réunis, ils sont allés à son chevet, ils ont tiré une chaise et puis ils lui ont annoncé la mort de sa mère. Et cette jeune femme est morte le lendemain même. Juste pour dire qu'il y a effectivement des dimensions mystérieuses. Et voilà, je reste sceptique sur l'idée que l'on puisse prétendre connaître la bonne heure de notre mort, que l'on puisse prétendre savoir quand on doit partir, quand l'autre devrait mourir parce que ce serait mieux pour lui, ou quand ce serait mieux pour nous. Ce temps qui est mystérieux, et encore une fois, je ne voudrais pas qu'on m'accuse d'idéaliser, j'ai bien conscience qu'il y a des fins de vie qui ne correspondent pas à ça, mais il y en a d'autres. Et ce temps mystérieux en fin de vie, si l'euthanasie est légalisée, il y a toutes les chances pour que de nombreux patients ne le vivent pas, que les proches ne le vivent pas, que les proches ne puissent pas bénéficier de ce temps de transmission, de ce temps de pardon. Il est possible aussi que ces patients demanderont l'euthanasie parce qu'ils s'y seront résignés, parce que insensiblement, dans un système où l'euthanasie est légalisée, celui qui ne la demande pas, quelque part, est celui aussi qui s'accroche, celui qui accepte une fin de vie qui n'est pas la fin de vie digne que les autres reconnaissent. Et c'est un temps où, parce que la légalisation de l'euthanasie aura porté un coup fatal au service de soins palliatifs, il y a eu une grande enquête dans le secteur des soins palliatifs où bon nombre de soignants ont expliqué toutes les tensions qu'ils imaginent, et de mémoire, 30% d'entre eux songent à démissionner des soins palliatifs s'ils doivent être amenés à pratiquer des euthanasies.
alors que notre vrai combat, le seul combat qui vaille, c'est pouvoir développer les soins palliatifs dans l'ensemble du territoire français. On ne peut pas se permettre un mouvement de recul. Donc voilà, je ne sais pas, en fait, si demain, quand ce sera ma fin de vie, je ne sais pas si j'aurai tant que ça le choix. Je ne sais pas si je trouverai à mon chevet les soignants que j'ai rencontrés. Je ne sais pas s'il y aura des Isabelle, des Ségolène, des Jean-Marc, des Emmanuel qui prendront tout le temps pour m'entendre, qui auront la possibilité de m'accorder les soins palliatifs que l'on sait accorder aujourd'hui. Dans le débat qui va s'ouvrir, parce que c'est une évidence, il va s'ouvrir, j'espère juste qu'on arrivera à sauver l'essentiel. On ne pourra peut-être pas s'opposer à l'euthanasie, mais j'espère qu'on arrivera à sauver le reste. Pour ma part, c'est ce que j'ai essayé d'écrire. J'ai essayé de faire ma part. Ce ne sera probablement pas suffisant, mais je voudrais compter sur vous pour faire votre part. Merci. Merci Erwan Le Moredec. On sent que le sujet vous tient à cœur. Je rappelle que vous n'êtes pas médecin, vous êtes avocat. La question de la fin de vie vous préoccupe depuis 25 ans maintenant. Vous accompagnez des associations de soins palliatifs. Et pour le livre que vous dédicacerez d'ailleurs à l'issue de cette rencontre, vous avez mené une enquête, vous êtes rendu dans des unités de soins palliatifs, comme vous l'avez dit. Et il y a dans ce livre beaucoup de témoignages vraiment, vraiment touchants. Et pour poursuivre notre échange, on va accueillir à présent des médecins de l'agglomération nancéienne. J'invite à nous rejoindre sur scène Raphaël Alluin, Samir El Marjani et Éric de Romemont. Vous pouvez venir avec nous sur scène. Installez-vous. Et merci d'avoir répondu aussi à l'invitation de l'Espace ADA. Donc l'idée, c'est d'avoir un échange à présent. Vous pourrez entrer en dialogue aussi avec Erwan Le Moredec. Je vous invite tout simplement, dans un premier temps, à nous dire comment résonne en vous ce qu'a dit Erwan Le Moredec dans ce que vous vivez au quotidien. Je vais vous présenter. Donc Raphaël Alluin, vous êtes médecin, chef du service de soins palliatifs, au CHRU de Nancy et président du comité de lutte contre la douleur et pour les soins palliatifs. À vos côtés, Samir El Marjani, vous êtes médecin coordonnateur de l'ADAN. ADAN, ça veut dire hospitalisation à domicile de l'agglomération nancéienne. Et à vos côtés, Éric de Romemont, médecin coordonnateur dans 2 EHPAD de la Fondation Saint-Charles. Donc même question pour tous les 3, vous avez le temps de répondre. Comment résonne en vous ce qu'a dit Erwan Le Moredec d'une manière générale ou sur un point particulier dans ce que vous vivez au quotidien? Docteur Raphaël Alluin. Normalement, le micro est allumé. S'il ne l'est pas, je peux vous passer le mien. Ça marche? Ça marche? Parfait. Bonsoir. D'abord, je tiens à remercier les organisateurs pour l'invitation, puis notre collègue orateur pour son intervention et son livre. Je dois dire que je ne m'étais pas franchement intéressé personnellement au mécanisme de contrôle de l'euthanasie en Belgique, mais le retour que vous en faites montre d'un certain nombre de dysfonctionnements, moi j'appellerais ça comme ça à ce niveau-là, voire d'insuffisance caractérisée dans le mode opératoire. Alors pour moi, ça fait question vraiment sur la façon dont ça a été organisé, la façon dont la loi est construite, plus que sur la véracité et la légitimité du fond. Mais enfin, en tout cas, je pense qu'il y a réellement des problèmes que vous pointez qui nécessiteraient des changements. À un moment, vous avez dit j'ai peur que ça abîme les soignants, l'euthanasie. Quand on entend votre discours, moi, je trouve que vous avez l'air d'avoir été extrêmement impacté par tout ce que vous avez découvert, toute la souffrance que vous avez vue, l'organisation que vous avez vue en Belgique, mais aussi en France. Et en fait, ça a fait écho à certaines choses que des fois, moi, en tant que professionnel, je peux vivre, sur la souffrance qu'on peut avoir face au système, mais avec ou sans l'euthanasie, parce qu'en France, on n'a pas l'euthanasie. Et j'avoue que le côté maltraitant du système pour les soignants, il existe déjà. L'euthanasie n'est pas nécessaire, bien malheureusement.
Et c'est plus, je dirais, le manque de considération qu'on peut avoir, le manque de personnel, le manque de temps par rapport à ce qu'on voudrait faire, les difficultés qu'on peut avoir au quotidien à répondre aux besoins des patients. Manque de considération de la part de qui, si vous me permettez? Alors là, ça serait plutôt des institutions de façon générale. Parce qu'en fait, vous n'avez pas de reconnaissance de ce que sont les soins palliatifs. Alors ça, c'est un point sur lequel je suis complètement d'accord. Il y a un sous-développement des soins palliatifs à l'heure actuelle. Il y a un manque de moyens humains, techniques, financiers. Il y a un manque de temps qui nous est dédié, par exemple, dans les cursus de formation. On en discutait avant la conférence, mais sur les études médicales, par exemple, sur Nancy, vous avez 2 fois 4 heures de formation aux soins palliatifs pour l'adulte. Et 4 heures sur la douleur aiguë et la douleur chronique, 4 heures sur les soins palliatifs à proprement parler, sous forme de questionnaire, questions à choix multiples. À ce niveau-là, c'est anecdotique. Sur 10 ans de formation. D'accord ? Donc ça fait une journée entière. J'appelle pas ça une formation. Alors à côté de ça, les étudiants ont dû apprendre par cœur un bouquin qui fait 200 pages pour pouvoir le recracher en questions à choix multiples. Mais ce n'est pas du soin palliatif. Ce n'est pas ce que nous, on appelle les soins palliatifs. Ce n'est pas un corpus de savoir technique, les soins palliatifs. C'est une culture, c'est une façon de faire. Et c'est certain que tant que vous n'aurez pas une vraie formation sur les soins palliatifs, une acculturation de la médecine moderne, de la médecine technoscientifique, ça me paraît compliqué de vouloir avancer sur un sujet comme l'euthanasie de façon sereine. Parce que de toute façon, l'euthanasie deviendra une alternative sérieuse au manquement du système. De mon point de vue, le problème, il va effectivement se poser comme vous le décrivez. On n'a pas les moyens en fait, d'offrir une alternative crédible et de qualité. Et ce qui risque d'arriver, c'est qu'on fasse ce choix-là à défaut. Mais vous avez dit tout à l'heure une chose que j'ai trouvée terrible, c'est cette médecin belge qui dit « je ne fais pas d'euthanasie dans mon service, j'en fais que dans le service des autres ». Mais je ne comprends pas comment on peut valider une demande d'euthanasie de quelqu'un sans s'assurer d'un équilibre symptomatique suffisant. Parce que ça, c'est pour le coup quelque chose qui est effectivement connu, vous l'avez dit, la plupart des demandes d'euthanasie disparaissent quand le patient arrive dans une unité de soins palliatifs et qu'il est pris en charge correctement. Par contre, là où je tempérerais, c'est qu'elles ne disparaissent pas toutes. Et ça, vous l'avez dit également, il y a des personnes qui mettent en échec les soins palliatifs. Il y a des personnes pour qui on ne peut pas réussir à satisfaire les besoins. Soit c'est une souffrance physique ou psychique qui dépasse ce que la médecine peut proposer comme solution sur le plan technique. On n'a pas les médicaments, on n'a pas les techniques de radiothérapie, de chirurgie, ou peu importe. Et toute la bonne volonté et l'humanitude dont on peut faire preuve n'est pas suffisante. Et ils souffrent. Et il faut leur apporter une solution. Alors la solution en France, le cadre législatif l'a trouvé, c'est la sédation, qui n'est pas une solution parfaite, qui ne répond pas à toutes les demandes, mais qui permet d'arrêter certaines situations en endormant le patient. Mais des fois, vous avez des souffrances plus existentielles, plus immatérielles, qui sont des vraies souffrances par ailleurs, et pour lesquelles la sédation peut ne pas être la solution, parce que, effectivement, s'il n'y a pas une imminence du décès, les recommandations professionnelles françaises sont d'ailleurs plutôt en défaveur de la pratique de la sédation s'il n'y a pas une imminence du décès. Et au-delà de ça, vous créez un temps d'un coma prolongé, artificiel, où vous avez une famille en souffrance qui va vous voir dans ce coma, qui va vous voir privé de toute relation. Vous allez faire mourir la personne sur le plan relationnel, sur le plan psychologique, elle cessera d'être parce qu'elle est sédatée, mais sur le plan physique, elle existera toujours. Et vous êtes dans une espèce de nécessité de faire un deuil de quelqu'un qui est toujours vivant, mais qui en tant qu'individu n'existe plus. Et je ne suis pas sûr que la sédation soit une bonne réponse ou la meilleure qu'on puisse imaginer. Je ne sais pas si l'euthanasie serait forcément une bonne réponse. J'ai très peur de la façon dont on l'utiliserait, et je pense qu'on en ferait probablement mauvais escient comme beaucoup de choses, mais je ne suis pas convaincu que fondamentalement l'euthanasie soit une mauvaise chose pour un tout petit nombre de personnes. Ça, c'est quelque chose qu'on discutait avant le débat, parce qu'on a eu le temps d'échanger entre nous avant. La soirée est dédiée à l'euthanasie. Hein, ça, on est d'accord. Mais encore une fois, ça correspond à un nombre absolument minuscule de personnes. C'est vraiment très, très peu de patients
qui pourraient réellement bénéficier de l'euthanasie s'ils étaient demandeurs et qu'ils étaient pris en charge correctement. Donc, effectivement, face à l'ampleur des demandes de soins palliatifs, les demandes d'euthanasie sont négligeables, entre guillemets. Je ne veux pas manquer de respect à ces personnes. Je pense qu'on aurait beaucoup plus à faire et ça serait beaucoup plus pertinent de développer beaucoup plus en avant les soins palliatifs et les soins de support, qui sont une version en amont des soins palliatifs dans les prises en charge de maladies graves et maladies chroniques, qui visent à améliorer la qualité de vie de nos patients, qui vise également à améliorer le pronostic des patients, puisque quand vous vivez mieux votre maladie, vous vivez plus longtemps, vous acceptez plus facilement de supporter des traitements plus lourds, parce qu'il y a beaucoup de traitements pour vous aider à ça, et vous arrivez éventuellement à anticiper et à éviter des situations dramatiques qui pourraient justifier soit d'une sédation, soit d'une euthanasie dans d'autres pays. Donc effectivement, peut-être que l'euthanasie, ce n'est pas du tout notre priorité dans le débat, dans la législation. Malheureusement, aujourd'hui, il y a quand même des personnes qui souffrent, le système étant ce qu'il est, imparfait comme il est, avec les moyens limités qu'il a. Et cette question, elle se pose sur le plan politique. Moi, j'ai plus l'impression que l'euthanasie va devenir une réalité. La question, c'est quelle réalité on est prêt à accepter, quel garde-fou il faut mettre et jusqu'où il faut essayer de limiter cette réalité. Parce que ce que vous décrivez sur la Belgique, moi, j'espère ne jamais le voir en France. Autant, je pense que des fois, certains de mes patients pourraient légitimement relever d'une euthanasie, autant ce qui se fait en Belgique me paraît complètement aberrant. Très clairement, je pense que c'est beaucoup trop large, qu'il n'y a pas assez de contrôle. Et pourtant, ils ont paradoxalement plus de moyens pour les soins palliatifs. La Belgique est mieux dotée que la France. Donc est-ce que ce n'est pas un problème de moyens, mais à ce moment-là, c'est un problème de culture? Est-ce que c'est un problème sociétal? Parce que vous parliez tout à l'heure de... Je ne sais plus quelle était la phrase exactement, mais en gros que notre société d'aujourd'hui ne sait plus vivre. Hein. Effectivement, on vit dans des illusions, on vit dans des chimères, on se trompe pour ne pas vivre l'instant présent. On se projette tout le temps dans quelque chose. Peut-être que le problème est là. Mais c'est un problème à ce moment-là qui est tellement profond qu'il ne peut pas se résoudre au niveau de la santé. Pour moi, l'euthanasie, ce n'est pas une question médicale. C'est une question de société, c'est une question de philosophie, c'est la question du sens qu'on va mettre dans la vie. Et si aujourd'hui, la seule réponse qu'on peut avoir à offrir, c'est de mettre fin à cette vie parce qu'on n'est plus capable d'y mettre du sens, c'est peut-être ça qu'il faut questionner. Plus que l'euthanasie elle-même, c'est comment on fait pour remettre du sens dans notre société, comment on fait pour remettre du sens dans nos vies, dans celles de nos proches, dans celles de nos patients, pour leur donner envie de vivre ou pour pouvoir les accompagner dans leur souffrance. Et je ne sais pas si c'est toujours possible. Je ne suis pas convaincu que toutes les souffrances puissent être dépassées. Moi, j'ai déjà vu des situations où la souffrance était intolérable. Et on en souffrait de les voir comme ça, sans pouvoir leur apporter une solution. Je ne suis pas convaincu que l'euthanasie soit forcément bon, parce que pour la famille, après, effectivement, hein, ce qui reste, c'est la famille. Qu'est-ce qui est le moins douloureux pour eux? Qu'est-ce qui est le plus dur? Est-ce que c'est mieux de voir son proche souffrir jusqu'au bout mais être présent? Est-ce que c'est mieux de le voir sédaté parce qu'il ne souffre plus mais du coup derrière il faut vivre avec ce temps de sédation? Est-ce que c'est mieux d'accéder à une euthanasie parce qu'il arrête de souffrir et on ne vit pas ce temps derrière de coma profond? Je n'ai pas ces réponses-là. Je sais que certaines personnes vont avoir des demandes. Parfois, ce n'est pas ce qui leur correspond, effectivement. Des fois, la loi doit se porter... garant de notre vulnérabilité, doit nous protéger de nous-mêmes, parce qu'on peut se mettre en danger ou on peut faire des mauvais choix. Pour l'euthanasie, je ne sais pas. Voilà, j'avoue, ça me paraît compliqué. Je pense qu'il y a trop de variabilité possible et d'individualité possible pour être généraliste comme ça et dire que c'est bien ou mal. Je pense qu'il y a des situations où ça peut correspondre, parce que chacun y met un sens différent. Voilà. Merci Raphaël Alluin. Erwan Le Moredec, je vous propose pour l'instant de rester dans l'écoute et après vous pourrez faire une réponse globale peut-être. Samir El Marjani, même question. Comment raisonnez-vous ce qu'a pu dire Erwan Le Moredec au cours de la soirée? Je rappelle donc que vous êtes médecin coordonnateur de l'ADAN. ADAN, ça veut dire hospitalisation à domicile de l'agglomération nancéienne. Bonsoir à tous, merci pour l'invitation. Du coup, moi je voulais aussi apporter un témoignage parce que je pratique et toute mon équipe en fait pratique aussi un exercice qui est particulier, que sont les soins palliatifs à domicile. C'est quelque chose qui est en train de se développer beaucoup. D'ailleurs, vous ne l'avez pas forcément abordé dans votre exposé.
et d'autant plus on a une approche particulière puisqu'on touche aussi l'intimité de par la maladie, de par la présence des proches, mais de par aussi l'intervention au sein du domicile. Et du coup, ça nécessite effectivement un accompagnement qui doit être parfaitement adapté et vraiment, vraiment, vraiment personnalisé à la situation du patient et à la présence aussi de l'entourage qui se retrouve en première ligne quand même dans ces situations, même si nous on est présent. Je rejoins quand même Raphaël sur le début de son intervention sur la nécessité de développer du coup les soins palliatifs, et notre mission aussi c'est aussi également notre mission, puisque de par notre intervention à domicile et notre travail avec les intervenants libéraux, c'est-à-dire les infirmières libérales, les médecins traitants, les kinés libéraux, l'ensemble des intervenants du domicile, on fait une acculturation aussi de ces professionnels de santé qui ne sont pas spécialisés en soins palliatifs, contrairement aux unités de soins palliatifs, où on a des soignants qui sont diplômés dans cette discipline. Et on a ce gros travail d'accompagnement qui voilà, débute. Ça fait une quinzaine d'années que la CHADé existe, elle se développe de plus en plus, et on a vraiment cet objectif de développer ça. On se retrouve effectivement face à des situations où on a une souffrance du patient qu'on va réussir à gérer, qu'on va réussir effectivement à soulager par les traitements, mais avec les limites du domicile, à une souffrance de l'entourage aussi qui est présent au domicile et qui assiste à la dégradation en fait de leurs proches et au décès du proche, parce que ça aussi c'est quelque chose d'important nous dans notre pratique, c'est qu'en fait le patient décède dans son domicile avec ses proches à côté, ce qui n'est pas forcément le cas dans l'unité de soins palliatifs, et ce dont voilà, nous on est vraiment confrontés à ça, et avec des symptômes parfois qui peuvent être très inconfortables. Et donc voilà, on essaye d'accompagner au mieux à la fois le patient et à la fois l'entourage, mais parfois on se retrouve effectivement dans ces situations où malgré toutes les propositions qu'on peut apporter, il y a une demande de mort, une demande d'euthanasie qui est présente, et peu importe ce qu'on propose, on se retrouve face à un échec de notre accompagnement, un échec de nos propositions auprès du patient et auprès de l'entourage, ce qui nous questionne beaucoup. Régulièrement, ce questionnement autour de l'euthanasie revient au sein même de notre équipe. On discute entre soignants, et c'est ce qui permet aussi de faire évoluer nos pratiques et de pouvoir échanger avec les intervenants qui sont au domicile. C'est-à-dire que dans la plupart des cas, quand on parvient à répondre aux demandes des patients, en diminuant la douleur notamment, oui. Et là, généralement, la demande d'en finir disparaît, quoi. Ouais, mais il reste tout de même quelques cas où on ne parvient pas à répondre aux demandes, oui. Mais on parvient médicalement pratiquement toujours, non, à diminuer au moins la douleur. Mais il s'agit d'autres demandes auxquelles on ne parvient pas à répondre. Où la douleur, on ne parvient pas toujours. Pas toujours, okay. Pas toujours. Et dans certaines situations, en fait, pour y répondre, on fait ce qu'on appelle une sédation, qui va être une sédation proportionnée, en fait, aux symptômes d'inconfort, qui peut être la douleur ou d'autres symptômes, mais effectivement, des patients douloureux peuvent se retrouver sédatés parce qu'on n'arrive pas à soulager leur douleur à 100%. Du coup, on arrive à apporter cette réponse, mais on a des situations où ce qui est attendu par le patient ou la famille n'est pas la sédation. C'est que même si on propose cette sédation pour soulager les symptômes, le souhait, c'est que ça s'arrête tout de suite et maintenant, et que la sédation n'y répond pas parce qu'on ne peut pas définir la date du décès. C'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Et comment vous le vivez, ça, à titre personnel, quand vous êtes confronté à cette demande un peu, peut-être dans certains cas, pressante de la part du patient ou de la famille ? Alors, c'est beaucoup de questionnements, c'est beaucoup d'échanges en équipe, et c'est aussi la richesse des soins palliatifs, c'est vraiment d'avoir, comme ce qui a été dit tout à l'heure, c'est une richesse d'échange entre tous les intervenants, et que ce soit médical, paramédical, et dans paramédical, il y a les infirmières, mais il y a aussi les kinés qui peuvent intervenir à domicile à un certain moment des prises en charge, les ergothérapeutes, les psychologues, les assistantes sociales aussi, et tous ces échanges-là, les aides-soignantes bien sûr, et j'en oublie certainement, mais du coup tous ces échanges-là en fait permettent d'enrichir notre réflexion et d'apporter l'accompagnement le plus personnalisé, le plus juste
auprès du patient et principalement auprès des familles dans ces situations qui sont difficiles. Beaucoup d'écoute, j'imagine, parce que vous entrez vraiment dans l'intimité des familles. Hein. Oui, beaucoup d'écoute. Et vraiment, le positionnement du soignant à domicile n'est pas la même, puisqu'on est en quelque sorte invité chez eux. Et du coup, on n'a pas la même posture en tant que soignant à domicile que dans un service hospitalier. Ce qui correspond aussi, je suppose, à une demande des patients et des familles. Les personnes préfèrent mourir chez elles, a priori, je suppose. Alors, il y a une demande des patients de mourir chez elles. Ce n'est pas forcément le souhait des familles dans certaines situations qui sont très compliquées parce qu'une fois de plus, voir son proche se dégrader et décéder, c'est compliqué, avec des symptômes qui peuvent apparaître et qu'on peut mettre aussi du temps à soulager. On ne peut pas soulager tous les symptômes d'emblée en 5 minutes. Des fois, ça peut mettre plusieurs jours à vraiment soulager un symptôme. Donc, il y a une demande qui augmente. Par contre, les gens ne sont pas forcément préparés à ce qu'est la mort et aux symptômes qui peuvent survenir. Et du coup, là, notre rôle, ça va être d'expliquer, de réexpliquer et d'écouter, effectivement, d'accompagner. Et est-ce que vous ressentez aussi ce dont parlait Erwan Le Moredec, c'est-à-dire que beaucoup de patients expriment l'inquiétude d'être un poids pour leur famille et leurs proches? Oui, particulièrement dans ces situations-là, effectivement. Merci. Allez, merci pour ce témoignage. Éric de Romemont, donc médecin coordonnateur dans 2 EHPAD de la Fondation Saint-Charles. On vous entendra juste après Erwan Le Moredec. Même question, ce qu'a dit Erwan Le Moredec durant cette soirée. Comment ça résonne en vous, dans votre quotidien, dans votre activité? Ça résonne à 2 niveaux. J'ai fait un peu de médecine générale pendant une 40aine d'années. Et puis, je suis médecin coordonnateur officiellement depuis une 15aine d'années. Et j'ai eu une activité gériatrique de par ma formation avec Monsieur Cuny. Donc, là où ça résonne, c'est qu'il y a quelques décennies, la seule façon qu'on avait de soulager quelqu'un, c'était des produits qu'on n'imagine plus beaucoup maintenant. C'était Phénergan, Dolezal, Largactil. C'était des cocktails lithiques. On n'avait pas d'autres solutions. Et puis progressivement, grâce à l'avènement des soins palliatifs, on a pu accompagner des patients et des patientes dans des conditions plus confortables, même si on n'arrive pas toujours à les soulager comme on le souhaiterait. Alors, j'ai une activité où la mort est au bout du chemin, et en EHPAD, tout le monde sait, même si on ne se l'avoue pas franchement, que ça va arriver. Alors, j'accompagne un certain nombre de gens, et encore aujourd'hui, plusieurs personnes, 99, 98 ans, disaient « le bon Dieu ne me veut pas ». Je dis c'est normal, vu comme vous êtes, c'est pas possible, quoi. Bon, et le diable non plus. Hein. Bon, tout ça pour plaisanter, mais cette souffrance des personnes âgées en EHPAD qui, eux aussi, ont la sensation de ne plus être utiles, ça, la société s'en charge pour bien leur rappeler. Elles s'interrogent sur le sens de leur vie? Oui, je crois que c'est une sensation. J'ai tout quitté, qu'est-ce qui me reste? Qu'est-ce que je représente pour les autres et à quoi je sers? Et vraiment, comme je ne sers plus à rien, autant que ça se termine. Donc j'appelle le bon Dieu et tous les saints, puisque je suis dans 2 saintes maisons. Globalement, c'est comme ça que ça se raconte. Même si les agnostiques sont aussi bien présents dans les établissements. Voilà. Et je dois dire que les demandes d'euthanasie au sens vrai sont peu fréquentes chez les personnes âgées ou très âgées, sauf en cas de douleur très intense, y compris chez des religieux ou des religieuses. Parce qu'on a accompagné quelqu'un il n'y a pas très longtemps qui avait souffert d'un cancer du pancréas, qui l'a emporté, et avec tous les traitements qui ne sont pas anodins dans ces pathologies-là, il y a un moment où cette personne-là a dit « il faut que ça s'arrête ». Le ciel en a décidé autrement et elle a été accompagnée jusqu'à la fin.
Mais encore une fois, les personnes âgées ou très âgées disent il faut que ça s'arrête, mais c'est l'histoire que vous avez racontée. Hein. Il faut me donner le cocktail lithique, mais le vaccin avec. Hein. Voilà, ça c'est un grand classique. Bon. Et l'expérience fait que j'ai vécu un certain nombre d'occasions, effectivement, où, globalement, à l'inverse de ce qu'a relevé Jean-Marie Gomas, il y avait plus d'attente de la personne qui allait s'en aller que de départ seul. Et c'est une déchirure, un déchirement pour les familles quand la personne qui meurt s'en va sans les attendre. On n'était pas là. Hein. Mais je veux dire que, pour ne pas prolonger plus que de raison, je rends grâce à l'existence des soins palliatifs tous les jours ou toutes les semaines au moins quand on fait appel aux équipes et souvent trop tardivement. Et là, c'est une question d'organisation et de formation de manière à ce que les équipes avancent dans la prise en soin de qualité grâce aux formations, mais surtout pour éviter de réduire les équipes de soins palliatifs à la sédation terminale. Et vous évoquez la souffrance des familles de ne pas avoir été là quand les personnes sont parties. Ça a été vécu, je suppose, comme un traumatisme durant le confinement aussi, où les familles n'ont pas pu rendre visite. Oui, j'ai parcouru le livre de Marie de Henzel, Adieu interdit. C'est quelque chose d'un peu désagréable parce que dans les EHPAD, les personnes en fin de vie, enfin dans les EHPAD où je travaille, où j'interviens, les familles étaient accueillies pour les fins de vie avec les précautions particulières vis-à-vis du risque de contamination qui objectivement n'était pas aussi important qu'on voulait bien le dire. Mais ce n'était pas forcément le cas dans tous les établissements, cet accueil. C'est vrai, mais bon, la description qu'en faisait Marie de Henzel dans certains services à but lucratif, on peut citer certains noms, où ça a été organisé pour que, justement, les familles soient présentes. Donc il ne faut pas tout mettre dans le même sac. Bien sûr. Merci pour ce témoignage. Erwan Le Moredec, je vous laisse réagir à tout ce que vous venez d'entendre. Oui, à vrai dire, il y a surtout un point auquel je voulais réagir. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement, l'euthanasie, c'est aussi un sujet de société, un sujet politique et un sujet législatif. Parce que je ne conteste pas la légitimité qu'il peut y avoir à demander l'euthanasie. Je ne jette pas l'anathème sur la personne dont on n'arrive pas à soulager la souffrance, la douleur, et qui effectivement demande cette euthanasie. Mais il y a aussi, malgré tout, des difficultés d'ordre législatif. La loi, par définition, est d'application générale. Il n'y a pas de loi pour un cas exceptionnel. On ne peut pas légiférer pour des cas particuliers, des cas exceptionnels. Alors, si l'on doit prendre une loi, la question c'est quel est l'effet de bord que l'on accepte. On est dans des situations effectivement où il n'y aura jamais une situation optimale, où on ne réglera jamais tous les problèmes. Et donc, on aura un effet de bord. Alors, est-ce que l'effet de bord que l'on accepte, c'est de devoir garder en vie des gens qui voudraient mourir, ou c'est d'avoir des gens qui vont mourir alors qu'ils ne le voulaient pas vraiment? On va troquer un effet contre un autre. Et il me semble plus problématique de devoir assumer le fait que des gens soit se résignent à l'euthanasie, soit se voient appliquer une euthanasie parce que
parce qu'effectivement, les moyens sont ce qu'ils sont, que de l'éviter. Et puis, je vous rejoins en revanche, on n'était pas en désaccord sur ce premier point, mais je vous rejoins aussi pour dire qu'il y a un vrai risque que l'euthanasie soit un choix par défaut et soit effectivement le choix qui s'impose parce que nous ne savons pas, nous n'accordons pas les moyens qu'il faut pour l'éviter. Mais ce qui m'interpelle, et effectivement dans ce débat de société, c'est est-ce que l'on ne doit pas se battre? Est-ce qu'on doit accepter que la société marche à l'envers? Ou est-ce qu'on ne doit pas se battre pour dire que, effectivement, ce qui est insupportable, c'est que des gens soient amenés à demander l'euthanasie parce qu'on n'a pas été fichu de mettre les moyens nécessaires pour leur apporter ce que l'on sait faire en France. Il y a une phrase qui m'a marqué dans ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est le temps passé à se poser la question de demander l'euthanasie ne l'est pas en fait à vivre ses relations avec ses proches aussi. C'est avoir la possibilité de l'euthanasie, c'est comme semer une petite graine qui fait que ça va prendre beaucoup de place dans notre cerveau, dans nos réflexions au quotidien. Je pense qu'effectivement, à partir du moment où la possibilité reste ouverte, lorsque l'on vous dit non, l'euthanasie ne sera pas possible, vous vous reportez sur autre chose, enfin vous vous reportez, votre attention se reporte nécessairement sur autre chose. Quand on vous dit que vous pourrez à tout moment demander l'euthanasie, à tout moment la question continuera de se poser. Mais je pense que voilà, effectivement, parfois effectivement, enfin ce que vous disiez m'inquiète. Je me dis, mais est-ce que je peux vraiment tenir cette position? Parce que si on est une société dans laquelle on ne permet pas à quelqu'un de finir sa vie en bénéficiant des soins palliatifs, est-ce que je peux tenir véritablement cette position qui consiste à m'opposer à l'euthanasie? Mais en fait, d'une part, le scandale, c'est aussi que le plan soins palliatifs ait pris 3 ans de retard. Le scandale, c'est qu'on ne se batte pas suffisamment pour ça. Le scandale, c'est que l'État n'ait jamais fait de campagne d'information sur les soins palliatifs. On vous dit la loi n'est pas connue, comme si la connaissance de la loi tombait du ciel sur les gens. Donc moi, je souhaite me battre pour ça. Et puis aussi, ce que je crains, c'est qu'à partir du moment où on aura cette, entre guillemets, solution de l'euthanasie ou du suicide assisté, ça ne fasse qu'aller en s'empirant. Parce que, est-ce que dans les EHPAD dont vous ne vouliez peut-être pas, je ne sais pas si c'est ceux-là à titre lucratif, dont on a beaucoup entendu parler dans la presse peut-être, mais pas tout à fait, non. Un concurrent par exemple. Voilà. Mais néanmoins, ce qu'on nous a décrit, est-ce que effectivement, à partir du moment où la personne peut partir, on va se battre pour le donner et apporter tout le sens nécessaire à sa vie, ou est-ce que on va considérer qu'effectivement c'est une façon comme une autre de quitter l'EHPAD? Je caricature un peu, mais quand je vois que l'an dernier on a à la fois failli laisser passer l'euthanasie et on a véritablement abandonné la loi grand âge, je ne dis pas qu'il y a un marchandage conscient, je ne dis pas que c'est délibéré que l'on a procédé ainsi, mais ça dit quelque chose de notre société. Et ça, je pense que je crains fort que légaliser l'euthanasie ne soit que renforcer cette façon de voir. Merci beaucoup, Erwan Le Moredec. 22h20, j'avais promis qu'on rendrait la salle à 22h15, donc c'est une première partie, cette rencontre. Le temps du débat va suivre, l'Espace ADA va l'organiser. Et d'ailleurs, si vous êtes inscrit sur les listes de l'Espace ADA, vous recevrez l'information, certainement dans quelques semaines ou dans quelques mois, ou à la rentrée, puisque la conférence de l'Espace ADA, ce sera après l'été. Je vous rappelle par ailleurs que vous pouvez contribuer à l'organisation des futures rencontres en faisant un don à la sortie. Il y a des paniers à votre disposition. Si vous pouvez donner 5 € ou un peu plus, c'est bienvenu. Et évidemment, vous retrouvez aussi Erwan Le Moredec à la sortie. Il dédicacera son dernier ouvrage, Fin de vie en République, avant d'éteindre la lumière. Et je vous invite à applaudir une nouvelle fois les 4 intervenants de la soirée. Merci à vous.
et bonne fin de soirée.